Comédie musicale 5. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre rendez-vous annuel, les vidéos sur les Oscars. Tous les ans, je fais un petit retour sur les différents films qui sont en sélection pour donner mon avis dessus, faire mes pronostics, et généralement, quand tu vois les résultats, c'est plutôt de l'histoire de petits copinages, de lobbying fait par tel ou tel studio, ou par tel ou tel truc, ou bien c'est une question d'affinité politique et de message, ou bien etc. etc. Et finalement, c'est rarement une question de qualité en tant que telle. Cette année, c'est encore pire d'ailleurs que les années d'avant, parce que tous les Oscars techniques, donc tous les Oscars qui concernent le montage, le son, etc., etc., tout ça a été préenregistré et ne sera pas présenté pendant la cérémonie. Ou alors si, je crois que c'est présenté à la cérémonie, mais donc avec des vidéos qui ont été tournées avant. Et du coup, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont retiré en fait. Ils vont retirer la présentation des films qui sont en sélection. Est-ce qu'ils vont retirer les discours de remerciement? Je vois pas exactement ce que ça peut accélérer, parce que c'est une question d'accélération de la cérémonie. Ils trouvent que c'est trop long et que c'est trop chiant et que c'est pour ça que ça marche pas. Ça pourrait pas être une sélection de films dont tout le monde se fout. Ça pourrait pas être le problème. C'est juste quels sont les Oscars qui sont remis. Et donc du coup, ils disent que c'est un peu pour accélérer le truc. Mais j'arrive pas à voir en quoi ça va accélérer le truc. On verra bien dans la cérémonie. De toute façon, il y aura une vidéo de réaction comme tous les ans sur la cérémonie. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à la première partie. Ça va être donc mon retour sur les différents films en sélection, et puis mes pronostics personnels. Et comme je l'ai dit, dans la sélection de films cette année, ça a été un peu laborieux au niveau du rattrapage, parce que 5 putains de comédies musicales. Moi qui déteste les comédies musicales, généralement il y en a une ou un truc dans ce genre là, mais alors là 5. Il y a West Side Story, qui est donc un remake d'une des comédies musicales les plus connues d'Hollywood. Il y a Tic Tic Boom, qui est carrément une comédie musicale qui vient directement de Broadway, il me semble. Il y a Encanto, qui est le Disney de l'année, et celui-ci avec des passages de comédie musicale, parce que du coup je crois que c'est Disney même et non pas Pixar, il me semble, ou un truc dans ce genre là. Il y a Cyrano, tu sais pas pourquoi, ils ont décidé... Enfin, j'étais pas du tout au courant en plus, j'avais pas vu ça dans les bandes annonces, j'en ai pas entendu parler en dehors du truc. Je pensais juste que le signe distinctif de ce Cyrano, c'était d'avoir Peter Dinklage dans le rôle de Cyrano de Bergerac. Et non, leur autre idée extraordinaire, artistiquement parlant, c'est de transformer le film en comédie musicale. Ils ont créé des chansons qu'ils ont intégrées dans Cyrano de Bergerac, et c'est horrible. Et puis on a Coming to America, qui est le film d'Eddie Murphy, la suite du coup de son film Coming to America, mais sans le 2 au milieu, avec un Théo au milieu, qui fait régulièrement des pauses dans son récit pour nous présenter 5 ou 6 passages de chorégraphie et de chansons, etc. Et ça fait à peine comédie musicale, tellement c'est inséré comme ça, tu sais pas trop pourquoi et comment, mais... c'est malgré tout une comédie musicale, donc du coup ça a été un petit peu laborieux pour moi. Autre truc qui était particulièrement laborieux pour moi cette année, c'est dans les favoris, les 5 favoris qu'on a. On a donc Belfast, on a Dune, on a King Richard, The Power of the Dog et West Side Story, et je n'aime aucun des 5. Comme ça, c'était parfait. Puis vraiment, c'était ceux qu'il fallait absolument que je voie, parce que les trucs nommés en 12 ou 10 catégories, etc. Enfin, ce ne sont que des films que j'ai pas aimés. Je le redis, parce que apparemment il y a des gens qui n'ont pas enregistré quand j'ai sorti le vlog, où j'ai dit que j'ai pas aimé, je n'ai pas aimé Dune. Parce qu'il y a des gens qui m'ont fait « Oh, dis donc, c'est bizarre, j'ai pas vu Dune dans ton top de cette année. » Évidemment que t'as pas vu Dune, j'ai pas aimé Dune, pourquoi il serait dans mon top? Je vois ce délire. Donc voilà, les sélections cette année ça a été un peu particulier, mais je dois admettre que moi qui avais un petit peu peur du reste de la sélection, en dehors des favoris, les favoris effectivement j'ai détesté, mais le reste de la sélection il y a quelques trucs qui sont plutôt pas mal, donc je pense que ça restera intéressant de faire un petit retour là-dessus. On va donc commencer le passage en revue des films qui sont en sélection, avec à la fin de la description des films mes pronostics, et on va faire ça par ordre alphabétique en commençant avec Being the Ricardos, un film qui est produit par Amazon, une réalisation et un scénario Aaron Sorkin, qui est un grand habitué des Oscars, mais cette fois-ci il est nommé ni en scénario ni en réalisation. L'année dernière pour les 7 de Chicago je crois il était nommé dans les catégories, il me semble, je sais plus exactement. Cette année, on se concentre du coup sur les acteurs qui étaient les personnages principaux de la série I Love Lucy, qui était une des premières séries, notamment une des premières sitcoms, qui a très très bien marché aux États-Unis notamment, qui faisait 15 ou 17 millions de spectateurs tous les soirs, un truc dans ce genre-là, qui était un truc absolument gigantesque. Et du coup, c'est un des points qui est intéressant avec ce film, c'est qu'on va revenir sur le processus créatif d'un épisode de série télé. On va voir la pièce dans laquelle les auteurs écrivent, se balancent des idées, on a tout un tableau pour organiser toute la saison complète, et qu'est-ce qui se passe par épisode, et l'idée, etc. On va avoir les négociations au niveau des sketchs avec les acteurs, certains sketchs qu'ils aiment pas, etc. Les questions qui peuvent se poser sur la crédibilité d'un rôle ou d'un truc dans ce genre-là.
Ça pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Et l'autre truc qui est plutôt intéressant, c'est la relation amoureuse entre les deux, entre Lucy et son mari, je sais plus comment s'appelle du tout son mari. Lucy est jouée par Nicole Kidman et son mari par Javier Bardem. Ils sont tous les deux en sélection d'ailleurs. Le point principal du film, cela dit, l'histoire qui est racontée, c'est la semaine pendant laquelle Lucy a été désignée publiquement comme faisant partie du Parti communiste. Et cette même semaine, Lucy apprend qu'elle est enceinte. Donc, forcément, ça fait beaucoup de choses qui arrivent dans la semaine, ça fait une semaine extrêmement chargée, et en ça, le film est vachement intéressant, je trouve qu'il est surtout très bien écrit. Ça m'étonne qu'il soit pas en sélection pour les scénarios, notamment au niveau de la romance entre les deux personnages. Je trouve qu'à chaque fois que tu les vois en train de parler et que tu les vois en train de se draguer, on revient notamment sur les origines de leur couple, la première fois qu'ils se sont rencontrés, et tu comprends complètement, tu vois l'alchimie en train d'être créée entre ces personnages, tu vois le côté très espiègle, très ingénu, très intelligent de Lucille, et tu vois parfaitement comment est-ce que ça répond avec le jeu du mec, comment est-ce qu'ils sont tous les deux extrêmement francs et directs, et du coup ça leur permet de très bien se parler, très bien se comprendre, etc. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que la relation qui développait entre les deux était vachement bien gérée, et c'est ce que j'ai le plus apprécié du film. Le reste, c'est vrai qu'I Love Lucy, c'est pas forcément la série la plus connue en France, donc je pense que c'est un peu comme qu'ils avaient fait le film sur Mr. Rogers avec Tom Hanks l'année dernière. Nous en France, Mr. Rogers... qu'est-ce qu'on en a à branler, quoi? C'est comme si on faisait un film sur Claire Chazal et qu'on l'envoyait aux États-Unis, tu vois, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de Claire Chazal? Rien à voir au niveau du style d'animation, mais voilà, c'est juste pour donner une idée, quoi. Le film est en sélection dans la catégorie donc meilleure actrice avec Nicole Kidman, meilleur acteur pour Javier Bardem, et puis on a également une sélection en meilleur acteur dans un rôle secondaire pour J.K. Simmons, qui joue un autre des acteurs du show, qui est un cliché assez commun de cette époque-là. C'était le petit mec un petit peu rond, qui était assez drôle et en même temps assez sec et assez aigri, etc. Et je trouve que J.K. Simmons, ça lui colle vraiment parfaitement bien. Et c'est pour ça que ce sera mon Oscar personnel. Je le remettrai à J.K. Simmons, tout simplement parce que dans cette sélection, je n'ai envie de le remettre à aucun autre dans la catégorie meilleur acteur, dans un rôle secondaire. Si vous voulez savoir vite fait, il y a le grand-père de Belfast, il y a le père de Coda, il y a le mari dans The Power of the Dog, et le fils, donc, dans Power of the Dog également. Et en ce qui me concerne, personne dans cette sélection. Donc, j'ai mis J.K. Simmons. Ensuite, nous avons le film Belfast, qui est donc le film de Kenneth Branagh, qui revient sur son enfance en 69, quand il y a eu le conflit entre les catholiques et les protestants en Irlande du Nord. Je crois que j'ai tous les détails correctement dans le truc. J'ai fait une petite critique rapide de ce film dans mes rattrapages si vous avez envie de le voir. Je suis impressionné, surpris surtout qu'il soit pas en sélection pour la meilleure cinématographie, meilleure photographie donc, parce qu'il est tourné dans un très joli noir et blanc et les cadres étaient très bien foutus, et bizarrement il se retrouve pas en sélection là, pourtant il est en sélection dans cette catégorie. Il est en sélection pour meilleur son et meilleure chanson originale, même réaction. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il fout dans ces deux sélections-là, parce que le son, il est pas extraordinaire, et puis la chanson, je sais pas, il y en a peut-être une dans le générique, mais dans le film, il y a vraiment rien qui marque, quoi. Il est également en sélection avec meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Judi Dench, la grand-maman, meilleur acteur dans un rôle secondaire pour le grand-papa, et également certains des Oscars les plus prestigieux, meilleur scénario original, meilleur réalisateur et meilleur film tout court. En ce qui me concerne, je pense qu'il ne remportera rien du tout dans aucune catégorie, et je ne lui remets rien non plus. J'ai hésité un moment avec Judi Dench, finalement j'ai trouvé quelqu'un d'autre dans la sélection des meilleures actrices dans un rôle secondaire, mais alors personnellement je ne le vois rien remporter. Tous les ans il y a un film de la sélection des favoris qui ne remporte rien, et je pense que cette année ce sera Belfast, parce que vraiment je vois aucune raison de mettre ce film en avant particulièrement. Ensuite, nous avons en film Apple Originals, Coda, qui est un remake d'un film français qui s'appelle La famille Bélier, il me semble, un film qui se concentre sur une famille de sourds. On se concentre dans cette histoire sur la fille de la famille, qui est le seul membre de la famille à ne pas avoir de problème d'audition, à ne pas être du tout sourde, et elle voudrait faire de la musique. Le problème, c'est que sa famille est extrêmement dépendante d'elle, puisque c'est la seule personne qui entende du coup de la famille, et elle a besoin d'elle pour l'aider, notamment sur tout ce qui est... ils ont un chalutier de pêche, enfin un vaisseau de pêche, on va dire en général, le chalutier c'est peut-être beaucoup, et elle les aide du coup à vendre le poisson, à parler avec les clients, etc. Et ils ont quelques problèmes justement professionnellement, et il serait bien qu'elle puisse les aider également, sauf que de son côté, elle essaye aussi de faire sa vie à elle, et donc c'est un film sur voilà, une jeune fille qui essaie de trouver son équilibre entre sa vie et sa vie de famille. Ça ne m'attirait pas spécialement avant de voir le film. C'est intéressant parce que tu vois que c'est un film français. Le film français m'attirait pas plus, j'ai jamais vu La famille Bélier. Mais tu vois que c'est adapté d'un film français parce que
Jamais un film américain, même comme ça, un peu indépendant auteur, n'aurait autant parlé de cul. Il y a tellement de scènes où on parle de cul dans ce film. C'est un film qui a le feu au cul, bizarrement, avec un sujet en plus vachement familial à la base. Le frère est extrêmement mignon d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec la copine de l'héroïne. Mais alors, c'est vrai que je ne vois pas du tout ce que ça vient foutre là en sélection pour les Oscars. Le film est nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un rôle secondaire avec Troy Kotsur qui joue le père, du coup j'ai mis un petit accent à la fin comme si c'était viking, mais je sais pas du tout, qui est un des acteurs véritablement sourds du coup du film. Le truc c'est que j'ai pas l'impression que le rôle soit particulièrement marquant, mais c'est vrai que j'ai eu un petit doute quand j'ai fait ma sélection pour qui allait remporter les Oscars. J'ai un petit doute sur Troy Kotsur. Je le mets, je l'indique pas là dans la sélection que vous voyez, mais honnêtement, je commence à avoir envie de faire des votes à la proportionnelle et de dire si jamais c'est celui-là, j'ai 5 points, si c'est celui-là, j'ai 4 points, si c'est celui-là, j'ai 3 points, etc. J'ai un gros doute. Mais c'est la seule statuette que je vois potentiellement revenir à ce film. Il est également sélectionné en meilleur scénario adapté et meilleur film, tout court. Vraiment, c'est... Pourquoi? Vraiment, pourquoi ça se retrouve en meilleur film? C'est charmant, hein, mais alors de là à mettre en sélection pour meilleur film, vraiment, je comprends pas. Ensuite, nous avons Coming to America, une suite donc à un film que je n'ai jamais vu, qui était le Coming to America de base d'Eddie Murphy, qui était l'histoire donc d'un prince africain qui allait en Amérique pour rencontrer la femme de sa vie, je crois, en ce genre-là, je sais plus exactement pourquoi. Et donc là, ils font une suite où il est donc revenu dans son pays avec la femme de sa vie, et maintenant c'est au tour de ses enfants d'avoir ce problème également, parce qu'il voudrait que sa fille épouse je ne sais plus quel fils de dictateur à la con qui est joué par Wesley Snipes, qui s'éclate complètement à jouer le dictateur africain, et on lui retrouve un fils caché comme ça qu'il aurait eu pendant son séjour aux États-Unis et qu'il devrait donc aller chercher et ramener chez lui. Et donc c'est plus le fils, j'ai l'impression, qui vit l'histoire du père. Du coup, le père est pas vraiment présent dans l'histoire, donc Eddie Murphy est pas là, donc c'est quand même l'élément le plus drôle et le plus sympa de tout le film qui disparaît du film. C'est quand même un peu con, quoi. Je dois vous avouer que j'ai pas été extrêmement fan. Il y a quelques passages qui m'ont bien fait marrer, mais grosso modo, enfin, c'est totalement passable. Et alors pourquoi est-ce que ça se retrouve en sélection là-dedans, quoi? C'est fait par Amazon. Ils avaient aussi proposé Borat 2 l'année dernière. T'as l'impression que c'est un peu l'idée, quoi. C'est on va faire la petite comédie Amazon de cette année. Tu dis mais pourquoi est-ce que vous avez envie de faire revenir ce truc-là des Oscars? Vous voulez autre chose? Enfin, il a rien de spécial, ce film Coming to America. Il est pas spécialement bien réalisé. Les costumes sont pas extraordinaires. Enfin, vraiment, je comprends pas, quoi. Il est en sélection, en plus, uniquement dans la catégorie maquillage, coiffure. Je veux dire, à la limite, c'est foutu les costumes, quoi, encore. Les costumes, il y en a certains qui étaient plutôt pas mal, mais maquillage, coiffure? Pourquoi est-ce qu'il est en sélection pour les maquillages, coiffure? J'ai pas compris. Donc, le film, je le recommande pas trop, et au niveau des récompenses, je pense qu'il en aura aucune, vraiment, personnellement. Après cela, nous avons Cruella, de Disney, donc, réalisé par Craig Gillespie, qui avait remporté des Oscars, il me semble, pour Moi, Tonya, qui avait été en sélection également. Tu sens que c'est un peu pour ça, du coup, que le film se retrouve là, et puis pour faire plaisir à Disney, parce qu'après tous les Oscars sont sur ABC, qui est une chaîne Disney, et tout le bordel. Je ferai pas d'avis sur le film, il s'est retrouvé, j'ai fait un vlog dessus, et il s'est retrouvé dans mes tops. Donc j'ai déjà assez parlé du film Cruella. Précisons cela dit qu'il est en sélection pour 2 catégories, meilleur maquillage coiffure, également, du coup, comme To America, et puis meilleur costume. Comme c'est un film sur une couturière, ouais quand même, ce serait quand même bien que les robes et les costumes dans un film comme ça soient un petit peu mis en avant, quoi. Ce qui fait que, personnellement, je lui remets ma statuette. Pour les costumes, uniquement les costumes, cela dit, maquillage, coiffure, pas trop, je pense pas que ce soit le plus intéressant du truc, c'était plus les robes et les costumes. Je pense, cela dit, qu'il va se faire snober dans cette catégorie-là par l'Académie. Je vous dirai par quel film, du coup, quand on y viendra, ça sera tout à la fin, puisque ça commence avec un W. Quel film est-ce que ça pourrait être? À tout hasard, est-ce qu'il n'y en aurait pas un seul qui commence par un W? Ensuite, film suivant, nous avons donc le fameux Cyrano. C'est même pas Cyrano, on va l'appeler Serrano, comme le jambon, si vous voulez, espagnol, c'est Serrano de Bergerac, ça ressemble pas à Cyrano de Bergerac. Donc avec Peter Dinklage dans le rôle principal, qui joue donc Cyrano de Bergerac, adaptation donc de la pièce de Edmond Rostand, qui présente la romance entre Cyrano et Roxane, il me semble. Romance qui ne peut exister puisque Cyrano est victime d'une infirmité. Dans le récit d'origine, c'est
un nez gigantesque, qui lui fait du coup une sale gueule. C'était un truc très courant dans cette époque-là. Tu prends aussi des trucs genre le fantôme de l'opéra, et c'est pareil, c'est mon Dieu, je suis laid, je ne mérite pas d'avoir de l'amour, etc. Dans cette version-là, donc, c'est le nanisme de Peter Dinklage. Je lui ai même pas rajouté je pensais qu'ils auraient fait nain avec un gros nez. Et non, en fait, ils ont vraiment remplacé le gros nez par le nanisme, en fait, complètement. Et donc, c'est ça, la difformité qui empêche les deux de sortir ensemble. Je fais des gros trucs comme ça parce que bon, ça t'empêche pas de sortir avec qui que ce soit. Hein. Et du coup, il estime, à plus ou moins à juste titre, qu'il y a très peu de chances qu'il finisse avec la femme de sa vie, qui est un des meilleurs partis du pays, qui est déjà courtisé par un autre mec extrêmement puissant. Et puis l'autre problème, c'est que Roxane est amoureuse d'un autre jeune homme, Christian de Neuvillette, semble-t-il, je savais pas qu'il avait un nom de famille, je venais de Christian, et pour essayer de vivre malgré tout son amour par procuration, Cyrano va essayer d'aider Christian à obtenir les faveurs de Roxane, plutôt que le gros con bourgeois qui veut essayer de la récupérer, etc. La pièce est déjà très dense et très longue, j'ai vu assez récemment la version de Jean-Paul Rapneau française, et tu vois qu'il y a des choses qui ont été coupées. D'un côté, c'est vrai que ça passe plutôt pas trop mal. T'as quand même tout ce qui est important à garder dans Cyrano de Bergerac, notamment différents monologues, genre le monologue du non-merci par exemple. Par contre, quand ces moments de comédie musicale viennent débarquer au milieu du truc, c'est une catastrophe, quoi. Surtout que vraiment c'est de la comédie musicale pop pourrie, quoi. C'est que des chansons qui n'ont aucun intérêt, parce que dans l'histoire à la base ne raconte pas d'histoire à travers les chansons. Donc si tu rajoutes des chansons dans le truc, c'est que des chansons pour étaler pendant 5 minutes le petit état d'âme particulier du personnage pendant cette scène-là, et en rien pour développer le récit, pour développer l'histoire, etc., etc. Et donc vraiment, la chanson débarque comme un cheveu sur la soupe. Ça marche pas des masses. Je pensais qu'ils avaient sélectionné Peter Dinklage, du coup, ou par exemple la musique, puisque c'est une comédie musicale, ils l'ont sélectionné pour les costumes. Alors du coup, ça peut être un peu laborieux parce que c'est du costume d'époque. Ça peut beaucoup plaire à l'Académie, ça peut complètement passer à côté. Généralement, ils aiment bien les costumes d'époque. Ils pourraient peut-être potentiellement gagner quelque chose. Personnellement, je l'ai rien vu remporter. J'ai vu d'autres films remporter pour les meilleurs costumes. Je vous ai déjà plus ou moins indiqué lequel il me semble. Autre film de cette sélection, nous avons Don't Look Up, le film de Netflix, la satire sur le rapport entre notre société et la science à l'heure actuelle. Il y a eu un avis sur le film dans les rattrapages, j'ai trouvé qu'effectivement il était plutôt pas mal, et puis c'est plus ou moins logique qu'il se retrouve en sélection, puisque le réalisateur, c'est Adam McKay, qui a souvent été en sélection aux Oscars. Dernièrement, il avait présenté par exemple The Big Short ou Vice, qui était le film sur le vice-président de Bush, Dick Cheney. J'ai trouvé que le film était excellent et très bien écrit, comme je vous l'ai dit effectivement du coup dans les rattrapages. Je vais du coup pas aller trop en détail là-dessus. J'aimais beaucoup certaines des performances des acteurs, mais bizarrement les acteurs ne sont sélectionnés nulle part. Le film est en sélection pour meilleure musique. J'ai pas de souvenir d'une musique particulièrement marquante dans ce film, donc je sais pas pourquoi, à vrai dire. Il est également nommé en meilleur montage, en meilleur scénario original et en meilleur film tout court. Pour ce qui est du coup de mes pronostics, mes statuettes personnelles, à moi que j'ai, je lui remets mon Oscar pour le meilleur montage, notamment avec la scène de fin, j'en avais déjà parlé, qui fait une alternance entre le film ultra catastrophe, blockbuster, etc., avec beaucoup de tension et un truc énorme qui est en train de tomber, et puis le film d'auteur quasiment, avec du coup des personnes assises au bout d'une table en train de parler de leurs émotions et de ce qui est important pour eux, etc., etc. Rien que ce petit effet de montage, je l'avais trouvé sympa, et du coup ça m'est vraiment resté en tête. Dans les montages qui sont proposés en dehors de ça dans le film, il y en a pas vraiment qui m'intéressent. J'ai un petit doute avec un autre film, mais du coup je lui ai remis je lui ai filé l'Oscar lui-même, le vrai Oscar, pas le mien. Donc on l'abordera à ce moment-là. Je lui remets également mon Oscar pour le meilleur scénario original. Je trouve que c'est un scénario extrêmement bien foutu, et dans la sélection des scénarios originaux, c'est le film que je trouve le plus intéressant. Belfast, je vous ai dit, pour moi, il va être oublié partout. Ce qui veut dire que peut-être il va avoir le meilleur scénario. J'ai peut-être un doute avec le Trier. Et enfin, je lui remets mon Oscar personnel pour le meilleur film. Dans la sélection qu'il y a pour les meilleurs films de l'année, j'en ai quasi aimé aucun. Et donc du coup, j'ai mis le seul que j'ai vraiment apprécié, quoi, qui est Don't Look Up. Parce que les autres, c'est ouais, c'est pas mal, mais. Ou alors, oh, ça peut passer, mais sans aucune motivation, quoi. Donc, du coup, voilà. Personnellement, je mets Don't Look Up pour mon meilleur film de l'année.
Ensuite, dans la sélection, nous avons alors un film dont on a pas mal parlé. On m'a beaucoup reproché, par exemple, de ne pas l'avoir dans mes rattrapages. Mais comme d'autres, par exemple, The Worst Person in the World, qui s'appelle Julie en 12 chapitres, je crois, en français, ou des trucs de ce genre-là, où tout le monde me dit « Putain, pourquoi est-ce qu'il est pas en rattrapage ?» Mais parce que il y en a certains que je mets de côté pour les Oscars aussi. J'essaie de répartir mon temps. Donc ceux-là, je les ai pas mis en rattrapage, je les ai mis dans autre chose, parce qu'ils m'intéressaient beaucoup moins aussi, comme ça, par eux-mêmes. J'ai dit oh, « D'accord, pour les Oscars, je vais bien les regarder, mais... » Sinon, moi ça m'intéresse pas, je Renkanto par exemple. Et donc l'un de ces films dont beaucoup de gens m'ont parlé, c'est Drive My Car, film japonais qui présente l'histoire d'un réalisateur de théâtre dont la femme est morte en tout début de film, d'un AVC. Elle est hélas partie alors qu'il y avait quelques conflits non résolus et quelques zones de mystère entre ce mari et cette femme. Ils avaient une relation qui était très particulière, très fusionnelle et qui était extrêmement liée à leur capacité créatrice, parce que lui du coup est au théâtre et elle écrivait pour la télévision, pour des dramas. Donc il a quelques questions qui lui restent un petit peu en tête, ce mari, et il va, quelques années après la disparition de sa femme, être appelé à Hiroshima pour présenter une pièce. Je crois que c'est du Tchekhov, je suis pas sûr à 200%, mais je crois que c'est du Tchekhov. Il a un truc très particulier, il fait des adaptations multilingues. Tous les acteurs parlent une langue différente, du coup t'as toujours un écran au-dessus avec des sous-titres, la réplique est dite pour que tout le monde dans le public puisse comprendre. Ce qui donne des choses assez intéressantes, il y a notamment une des actrices qui est muette et qui du coup doit signer ses répliques. Et il va énormément travailler à conserver dans ce film les passages de silence, respecter la femme qui est en train de signer sa phrase de A à Z, et qui une fois qu'elle est terminée sera traduite. C'est peut-être aussi pour ça que le film fait 3 heures, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réplique par ce personnage-là, faut qu'elle la signe, et ensuite faut qu'on la traduise. Mais c'est aussi un film qui généralement est extrêmement posé, extrêmement calme. Et puis la relation principale du coup de ce film, c'est que pendant qu'il prépare cette pièce de théâtre, le théâtre lui assigne une chauffeur. Je dois avouer que je suis pas rentré à fond dans le film parce que je comprends pas exactement où est-ce que le film essaye d'amener. Il y a un thème très clair par rapport aux choses qui sont cachées, qui sont enfouies dans la personnalité des gens, même des personnes qu'on connaît plutôt bien, puisque tous les personnages presque cachent quelque chose qui va être révélé au grand jour ensuite. Souvent un très gros secret, très lourd. Après, je suis moins convaincu par le parcours du personnage principal lui-même, mais j'ai bien aimé tous les personnages, j'ai bien aimé la construction globale du film. C'est un film qui est assez particulier parce que... Et apparemment, j'ai vu passer sur Twitter, apparemment c'est un truc récurrent du réalisateur. Le générique du début arrive au bout de 20 minutes de film ou un truc dans ce genre-là, quoi. Genre t'as fini l'acte 1 complet, quoi, avant d'avoir le générique. C'est un peu particulier. Mais ça montre aussi justement que c'est un film qui aime bien prendre son temps, qui aime bien faire des plans assez posés, assez longs, travailler certaines ambiances, notamment sur la route. C'est un truc qui s'appelle Drive My Car. Évidemment, il y a des tonnes de plans sur la voiture au milieu de la route, avec différentes ambiances, le ronron du moteur, la pluie au-dessus, etc., etc. Énormément de jolis plans avec des silhouettes, des fondus intéressants. Il y a un moment où on le filme de côté en train de rouler, et ensuite on a un fondu qui superpose les roues de la voiture et puis les roulettes de la cassette qui est en train d'être lue, puisqu'il a une cassette qu'il écoute qui contient la voix de sa femme qui a été enregistrée. Il y a un travail qui est très impressionnant au niveau du rouge. Mais alors justement, c'est tout le travail autour du personnage principal que j'arrive pas trop à saisir en fait. Il est entouré notamment par le rouge, notamment par sa bagnole. Il a une bagnole rouge. Et genre, je suppose que c'est une couleur qui doit être rare au Japon parce que c'est une couleur qui est très matu vue. Elle ressort tellement par rapport au reste du décor, parce que le reste du décor c'est que des bagnoles blanches ou noires, principalement du blanc d'ailleurs, ce que j'ai vu dans la circulation. Il a pas pu couper toutes ses routes. Ça peut pas être que de la fausse circulation, il y a forcément un truc. J'ai vu principalement des véhicules blancs, il y a quelques véhicules noirs, et du coup ça contraste avec son véhicule rouge, et ce qui contraste également avec le gris de la ville en général, et puis le vert de la nature et des arbres qui sont toujours très intégrés au Japon. On essaye toujours de respecter et d'harmoniser la nature et les constructions humaines en même temps, notamment à cause de l'histoire des montagnes de lesquelles tu ne peux pas construire, à cause des esprits et tout le bordel. Et du coup visuellement c'est un film qui m'a énormément marqué au niveau des couleurs généralement. Pareil, à un moment ils sortent du parking, et il y a des cadres du parking qui sont bleu-vert, et puis le reste qui est éclairé en jaune, ça fait un très bon contraste. Le rouge donc qui revient autour de la bagnole également dans certains tunnels. Mais alors pourquoi est-ce que le rouge revient toujours autour du créateur? Pourquoi est-ce qu'il est mis en avant? Il ressort par rapport au reste de la population parce qu'il est artiste, mais en même temps en soi il fait pas grand chose de particulièrement étrange par rapport à la population japonaise habituelle. Et puis son rapport avec les différents personnages, les acteurs qui sont engagés, la conductrice elle-même à qui il parle pas avant la moitié du film par exemple, et c'est là seulement qu'il commence à échanger. J'ai du mal vraiment à comprendre où est-ce qu'il voulait en venir avec ce personnage-là en particulier, avec le parcours de ce personnage-là, et comment est-ce qu'il a été changé, et qu'est-ce qu'il a tiré de tout ça en fait à la fin de cette histoire. Cela dit, en termes d'écriture, je dirais qu'il y a un truc qui est vachement bien foutu, c'est que il y a toujours une tension qui a coupé au couteau dans ce film. C'est-à-dire qu'en fait, il y a constamment une montée de la tension ou de l'incertitude par rapport à une histoire, et qui va exploser quand elle va arriver au sommet de la tension, au point de rupture, et on va avoir une scène de dialogue qui va durer de 2 à 5 minutes, vraiment des très grosses scènes de dialogue,
Et là, d'un seul coup, on va enfin vider son sac, on va enfin crever l'abcès et revenir du coup sur tout ce qui est en train d'être tendu depuis le début, quoi. C'est vraiment ça, à toutes les séquences, c'est qu'est-ce qui va se passer avec telle personne, et puis il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, puis en fin de compte, ah ça y est, là, il y a une rencontre, et on commence à avoir un gros discours, etc. Donc c'est une alternation entre du silence et quelque chose d'extrêmement constructif pour le coup. Et je vous avoue qu'effectivement, je suis un peu paumé par rapport à mon avis final sur ce film. J'ai bien aimé, avec pas mal de bémols, et je ne saurais pas trop quoi en sortir au final, donc je suis pas tout à fait certain pour ce qui est de Drive My Car. Il est, cela dit, en sélection dans pas mal de catégories, donc 4. Meilleur film international, puisque donc film japonais. Meilleur scénario adapté, puisque c'est adapté d'un roman, je crois. Meilleur réalisateur pour Ryusuke Hamaguchi. Et enfin, meilleur film tout court. Ça, c'est le grand truc depuis que Parasite a remporté à la fois meilleur film étranger et meilleur film. Maintenant, à chaque fois qu'ils ont un film étranger, ils le mettent en sélection pour le meilleur film en même temps. Je sais plus si c'était tout à fait autorisé avant, mais maintenant c'est devenu quasi systématique, quoi. C'est d'un ridicule quand tu vois les trucs qui reviennent comme ça. Ils ont l'impression que leur cérémonie c'est comme les films. Il faut qu'ils refassent exactement le même film qui est sorti plus tard, comme ça, et ça va marcher, puisque s'il y en a un qui a marché, un deuxième ça va marcher. À tout hasard, parce que le talent pourrait pas être ce qui fait que ça va marcher, etc. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai du mal avec ce genre de sélection. Je pense que il va remporter l'Oscar du meilleur film. Je suis très partagé avec The Worst Person in the World, Julie en 12 chapitres, parce que j'en ai beaucoup entendu parler de ce film cette année, notamment de la part de ses fans, qui m'ont chié une pendule pour ne pas l'avoir mis dans mes rattrapages. Je reviendrai quand je serai sur ces films-là, sur pourquoi est-ce que je ne pense pas qu'ils les auront, mais je pense personnellement qu'il aura la statuette du meilleur film. Et je lui remets mes statuettes pour ce qui est du meilleur scénario adapté et du meilleur réalisateur également. Parce que dans la catégorie réalisateur, pareil, aucun des films sélectionnés ne me plaît particulièrement. Je trouve pas qu'il y a un travail de direction des acteurs ou de mise en scène qui soit particulièrement ouf, ou en tout cas inhabituel par rapport à ce qu'ils font, comme par exemple pour le Steven Spielberg. Donc voilà, en ce qui concerne Drive My Car et mes statuettes personnelles. Ensuite, nous avons un des favoris, et des gros favoris, c'est le deuxième favori de cette sélection, c'est Dune de Denis Villeneuve. Et pourtant, ils l'ont snobé à la réalisation. C'est quand même assez dingue. Je ne ferai pas de retour en détail sur Dune, parce que j'ai déjà fait un vlog, et si vous avez déjà eu le vlog, vous savez que je déteste le film. Il est sélectionné en meilleurs effets spéciaux, meilleur son, meilleur production design, donc meilleur décor, meilleure musique originale, meilleur maquillage et coiffure, meilleur montage, meilleur costume, meilleure photographie, habituel avec Villeneuve, meilleur scénario adapté et meilleur film tout court. Dans toute cette sélection, je pense que l'Académie lui remettra 2 statuettes. Techniques, je pense qu'il aura quasiment que des Oscars techniques. Pour les effets spéciaux, qui sont effectivement excellents dans Dune, et c'est dans la sélection des effets spéciaux le meilleur film à effets spéciaux. De très loin. C'est vraiment, excusez-moi, mais c'est Free Guy, Shang-Chi, Spider-Man, ils sont nuls, quoi. Ils ont vraiment des effets spéciaux de merde. No Time to Die, effectivement, c'est un effet spéciaux qui sont très discrets, très bien intégrés, tu n'as même pas l'impression que c'est des effets spéciaux. Je me suis déjà fait niquer avec ça, avec 1917 par exemple, où je pensais qu'il n'y avait aucun effet spécial dans le film, finalement il y avait partout, c'est juste qu'ils étaient parfaitement faits. Donc, No Time to Die, peut-être, mais j'ai vraiment l'impression que Dune, ça fait partie des films qui ont vraiment marqué pour les effets spéciaux, et je pense que devrait être gardé. Cela dit, c'est beaucoup pour des trucs techniques pour lesquels l'Académie en a rien à foutre, genre, ils ont pas fait des écrans bleus, ils ont fait des écrans sable, parce que c'est du bleu inversé, ça fait du jaune, et du coup, en l'inversant, tu peux quand même en faire le sable, tu peux quand même faire du bleu, donc du coup, ça permet quand même d'essayer de détourer les contours, etc. facilement. Enfin bon, bref. Je sais pas si on va réussir à avoir un vote qui a du sens, du coup, meilleurs effets spéciaux, ça pourrait être No Time to Die, mais je pense que c'est Dune qui va l'emporter malgré tout. Et je pense également qu'il va remporter le meilleur son. Parce que dans la catégorie meilleur son, là pour le coup, de très loin, c'est le film qui travaille le mieux et le plus le son. Tu démarres juste avec le... Je sais plus comment s'appelle, le mec avec sa voix très gutturale là au début qui fait un espèce de... Le rêve et je ne sais pas trop quoi. Enfin, il y a une phrase à la con au début de Dune qui fait pour faire mystique et machin. Vous remarquez que j'aime pas Dune ou pas? Et du coup, ce truc-là... Rien que ça, quand tu démarres ce truc-là, tu fais non, ça c'est... ce son-là, ça te marque, quoi. Tu peux pas regarder ce film-là et en sortir en disant non, ça mérite pas le meilleur son. Donc je pense qu'il aura le meilleur son. Par contre, je pense qu'il va se faire snober dans pas mal d'autres catégories. Je ne lui remets pas, du coup, la plupart des autres trucs techniques. Personnellement, je lui remettrai, moi, ma statuette personnelle pour la meilleure musique originale.
Mais je pense que là aussi, il va se faire snobber par l'Académie. Je vois pas la meilleure musique originale être remise à ce film-là, notamment parce qu'il y a des comédies musicales dans la sélection. Je dois dire au passage que j'ai effectivement un doute également au niveau du son sur West Side Story, qui est la comédie musicale de la sélection, par rapport au son en tout cas, parce qu'il y a d'autres comédies musicales ailleurs, mais par rapport au son, c'est la seule qui est nommée. Et une comédie musicale, généralement, ça remporte les Oscars du son, donc... Je sais pas, je suis un petit peu tendu à ce niveau-là, mais je suis parti sur Dune. Ensuite, nous avons le Disney Encanto. C'est un film qui se concentre sur une famille hispanique, colombienne je crois, il me semble, c'est ça, en Colombie, qui s'appelle la famille Madrigal. C'est ça, hein? C'est ça. Je vérifie parce que comme c'est un film que j'ai pas aimé, je suis sûr que j'ai oublié la moitié des trucs. C'est une famille particulière puisque depuis qu'ils sont arrivés dans ce pays, chaque nouveau-né de la famille reçoit un pouvoir particulier. Il y en a qui peuvent faire pousser des plantes, il y en a qui peuvent soigner les blessures, il y en a qui peuvent changer d'apparence, etc., etc. Il y en a qui ont une super force par exemple. Donc chaque personne obtient un pouvoir particulier, sauf l'héroïne du film, Mirabel, qui du coup essaye de faire sa vie malgré tout avec ça, en étant la seule à ne pas avoir de capacité spéciale dans la famille, et donc à ne pas pouvoir véritablement aider, parce que le reste de la famille aide le village qui les entoure avec leur pouvoir, mais elle du coup elle a une spéciale à proposer. Et donc c'est un film pour, sur l'idée de se chercher personnellement, et d'essayer de trouver son utilité, un sens à sa vie, etc. Enfin tout un tas de choses dans ce genre-là. J'ai trouvé Encanto insupportable, c'était chiant comme la mort. C'est incroyable, j'ai vu beaucoup de gens dire « Ah ouais, Encanto, c'est dommage qu'il ait vite fini en VOD parce qu'il aurait vraiment mérité d'être en salle, c'est un film de cinéma, etc. » Dès la première seconde de ce film, je me suis dit « C'est un film fait pour la VOD. Ça ne mérite absolument pas d'être sur un écran. » Notamment à cause du côté très chiant du début où t'as quasi pas de musique, quasi pas de son, quasi pas d'ambiance. Tu commences avec une grand-mère qui raconte une vieille histoire, une vieille comptine, et t'as même pas le côté vraiment féerique et charmant avec la petite musique derrière, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était nul à chier. Et tout le reste de l'histoire est pas très intéressant. En plus, t'as même pas de décors particulièrement intéressants qui sont proposés parce que tu restes quasiment tout le temps dans la même baraque. Bon, elle est magique, donc elle fait des trucs un peu particuliers, c'est rigolo, mais c'est pas non plus le truc le plus extraordinaire quand tu ressors de Coco et trucs dans ce genre-là. Enfin, t'as quand même vu des univers vachement plus intéressants. Et puis alors, pour une comédie musicale, la musique est particulièrement inégale. Il y a beaucoup de chansons qui sont à peine des chansons, c'est un peu du parler chanté, mais même pas avec un rythme suffisamment intéressant. T'as vraiment pas l'impression qu'il y ait quelque chose de très pensé. T'as l'impression que c'est plus, la phrase s'est terminée là, donc on va enchaîner avec un autre personnage qui va faire le reste de la phrase, et puis ensuite on va faire un autre machin. Il y a des trucs qui marchaient pas du tout. Je déteste la chanson sur Bruno. Le We Don't Talk About Bruno, etc. Tout le monde en parlait, donc je me suis dit, ça va être un truc ultra marquant, genre Let It Go, ou des trucs dans ce genre-là, quoi, pour Frozen, etc. Même si je suis pas très fan de ces chansons, je comprends qu'elles marquent, quoi. Mais alors, We Don't Talk About Bruno, no, no. Je vois pas ce qu'il y a de marquant, ce qu'il y a de cool, ce qu'il y a de fun, enfin je sais pas, je trouve que cette musique est nulle. Je trouve que toutes les musiques manquent énormément de rythme et de pêche et de trucs particulièrement intéressants. La première chanson qui, à mon sens, a un petit peu de peps et qui est un peu cool, c'est la chanson de Louisa, qui est Louisa, pardon. Et c'est elle qui a les premiers refrains vraiment intéressants et les premières chansons qui te marquent, mais c'est pas du tout la chanson qui est sélectionnée d'ailleurs, il me semble, pour ce qui est de la meilleure chanson originale. Donc j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les environnements, j'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas aimé la musique. Et vous savez que ça peut être habituel avec moi parce que j'aime pas les comédies musicales, mais là j'ai vraiment pas du tout aimé la musique. Il y a des comédies musicales où ça peut passer, mais là c'est rejet complet, quoi. Donc je dois vous dire que personnellement Encanto, je comprends pas le succès, je comprends pas ce qu'il fout là, je comprends pas pourquoi ça marche, etc., etc. Mais pour le coup, je le vois remporter beaucoup plus de choses. Je dois admettre qu'il est un petit peu drôle. Le scénario est un petit peu sympa. La fin était un peu facile, j'ai envie de dire. Puis alors, super le cadeau pour Mirabel. Tu peux faire la même chose que toute la famille en fait. Les pouvoirs en moins. Cool. Bon bref. Pour ce qui est de Encanto, donc, il est en sélection pour meilleur film d'animation, évidemment, meilleure chanson originale et meilleure musique originale, les deux. Et je pense que l'Académie lui remettra l'Oscar de la meilleure musique originale et du meilleur film d'animation, bien évidemment, puisque c'est un Disney. Alors cette année, le film d'animation, c'est un petit peu laborieux. Je vais y revenir vite fait parce que les autres films, ils sont généralement en sélection que pour l'animation, donc on va le faire maintenant, mais en sélection cette année, on a 3 Disney. Encanto, Luca et Raya and the Last Dragon. Raya and the Last Dragon. J'essaye de faire avec l'accent anglais jusqu'au bout. Et à côté, on a Flea, qui est petit film indépendant, étranger, qui mérite énormément d'avoir un Oscar, mais qui généralement finit dans l'ombre d'un film comme Disney. Et puis on a The Mitchells vs. The Machines, qui a été un gros succès, notamment populaire. Et donc populaire, notamment auprès des gosses, par exemple. Du coup, je vous admets que j'ai eu un gros doute. 3 Disney, ça veut dire qu'on va diviser les votes Disney.
généralement quand tu divises les votes Disney, c'est là que t'as la surprise qui débarque, genre par exemple le Amazing Spider-Man, non, le Spider-Man Into the Spider-Verse, pardon, qui avait gagné alors que tout le monde pensait que ce serait le Disney comme d'habitude, quoi. Du coup, ça pourrait être The Mitchells vs. The Machine cette année, qui est un petit peu dans la lignée de Spider-Man Into the Spider-Verse, fait par les mêmes réalisateurs, notamment, il me semble, Phil Lord et Chris Miller. Je suis parti sur Encanto. Des 3 Disney de l'année, c'est celui qui a le plus de succès. Raya et le Dernier Dragon, ça a pas non plus été la panacée. Il s'installe correctement en VOD, apparemment, il est tout le temps dans les films les plus vus des semaines, dans les statistiques, etc. Mais je pense pas non plus que ce sera de quoi renverser Encanto. Et Luca, pareil, je pense pas que ça a marqué particulièrement les gens, il n'y a pas eu un succès énorme du film. En plus, il y a quelques problèmes par rapport à la représentation, comme on l'a dit, avec les gamins qui auraient, a priori, dont on aurait a priori camouflé la relation gay. Donc du coup, c'est un petit peu incertain à ce niveau-là, donc personnellement, je suis parti dans l'Oscar du meilleur film d'animation pour Encanto. Ensuite, dans la sélection, nous avons Flea, film d'animation qui nous vient du Danemark, mais qui est une énorme coproduction de plusieurs pays européens, qui revient sur l'histoire d'un émigré afghan qui raconte l'histoire de comment est-ce qu'il a fui son pays quand différents conflits ont commencé à arriver, quand différents membres de sa famille ont commencé à être arrêtés. Et donc on va raconter donc ce qui s'est passé pour le faire partir, ce qui s'est passé pendant son voyage, et puis on va également traiter de la découverte et de sa façon de gérer sa propre homosexualité, puisque c'est le petit point original par rapport à d'autres films qui avaient eu sur les mêmes sujets. Le personnage principal donc, de ce film est un jeune homosexuel qui va donc se découvrir. Et c'est marrant justement de montrer que presque en Afghanistan, avant, c'était quasi autorisé de se promener en petit garçon avec une robe de femme par exemple, et il n'y avait pas vraiment de regard méchant, on te regardait un peu dans la rue, mais on n'allait pas te lapider sur place comme on le ferait aujourd'hui par exemple. Donc c'est vrai que l'histoire est assez fascinante, et en fait vraiment tous les aspects de l'histoire sont fascinants. De son enfance à la fuite de l'Afghanistan, à justement comment est-ce qu'il aborde son homosexualité, sa vie contemporaine avec ce qu'il est devenu aujourd'hui, il est professeur au Danemark je crois. Tout dans le film est absolument fascinant, c'est très très bien écrit. C'est juste dommage que l'animation soit aussi moche. S'il y a plus d'une image par seconde, je veux bien, enfin je serais surpris quoi. C'est d'un haché en termes d'animation, et en fait j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça. Je suis pas sûr que ça serait infiniment plus cher d'animer avec plus de frames par seconde. Au moins 2, je veux dire, par seconde, ça serait déjà bien. Je sais pas si c'est une question de budget, parce que comme ils ont été obligés d'aller chercher de l'argent partout en Europe, sans doute que le film s'est fait avec 3 fois rien, et que du coup ils essayent de faire le truc comme ça. Mais toute raison et toute justification qu'il pourrait y avoir, à l'arrivée c'est moche. Vraiment c'est moche, c'est pas beau du tout quoi. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'en plus il y a un concept qui est intéressant par rapport à l'animation, c'est qu'en fait, clairement, la plupart des scènes qui sont des scènes où le personnage parle, le personnage d'Amin lui-même parle, c'est des scènes qui semblent très clairement être des interviews sur lesquelles, par-dessus de l'audio desquelles on a dessiné une scène. C'est-à-dire que peut-être qu'on a eu une caméra pour avoir une image de référence, mais on sent clairement que le son, c'est du son direct. C'est du son pris directement au tournage, et par-dessus ce son, ils ont créé des animations, du coup, et ils te permettent de voir les personnages, avec certains plans qui sont parfois un petit peu plus oniriques, plus spécifiques du coup à la 2D. Il y a quelques passages notamment qui sont assez jolis, où quand ils repensent vraiment à la guerre et au conflit, c'est toujours des images qui sont très floues, plus décrayonnées, avec que des rayons de contour, que des traits de contour et des trucs dans ce genre-là. Donc c'est des passages qui sont assez jolis à ce niveau-là. C'est vrai que il y a quelque chose de très beau qui ressort de ce film. Mais c'est vrai qu'en animation, je pense que c'est pas ouf quand même. Donc je suis pas sûr qu'il remporte l'Oscar du meilleur film d'animation, pour lequel il est donc en sélection. Et je ne pense pas non plus qu'il recevra l'Oscar du meilleur film international, parce qu'il est quand même en compétition avec d'autres films qui sont assez... qui ont pas mal de poids, enfin qui ont pas mal de gens derrière eux, et je pense pas que Flea arrivera à vraiment s'imposer par rapport à tous les autres, quoi. Donc voilà, pour ce qui est des 2 sélections de ce film, je ne pense pas qu'il sera récompensé dans ces 2 catégories. Ensuite, nous avons Four Good Days, un film avec Glenn Close, parce qu'il faut qu'il y ait Glenn Close quelque part dans la sélection, c'est un peu comme Meryl Streep, et Mila Kunis. Le film suit l'histoire d'une jeune femme et de sa mère. La jeune femme est droguée à cause d'une addiction aux opioïdes, comme beaucoup de gens aux États-Unis, à cause des médicaments, notamment des anti-inflammatoires, qui étaient donnés pendant très longtemps et qui ont causé beaucoup de problèmes d'addiction à ce genre de médicaments. Quand l'histoire commence, le personnage de Mila Kunis revient chez sa mère, pour essayer de se faire héberger, et puis elle lui propose du coup de l'amener en cure de désintox. Et pour une fois, sa mère sent que sa fille a l'air plus ou moins motivée pour ce désintox, alors qu'à la base vraiment elle est très dure avec elle, notamment parce qu'elle est habituée à la voir la manipuler, ressombrer, etc., etc. Et on lui propose un nouveau traitement, c'est une nouvelle piqûre qui peut se faire en hôpital,
qui fait qu'en fait, même si tu te piques ensuite avec la drogue que tu veux, tu ne ressens pas la défense en fait. Ça te rend insensible, et donc le personnage de Mila Kunis doit tenir 4 jours, puisque ça fait déjà 3 jours qu'elle est chez sa mère et qu'elle ne s'est pas piquée chez sa mère. Elle doit tenir 4 jours, parce qu'elle doit être désintoxiquée pendant 1 semaine au moins avant de se faire piquer, sinon elle va faire une overdose à cause de la piqûre. Et évidemment, la tentation est là tout le temps pour qu'elle y retombe, avec certaines anciennes personnes qu'elle revoit de sa vie d'avant, comme son ex-mari par exemple, qui lui aussi a quelques problèmes de drogue. Et puis on suit surtout Glenn Close, qui est en train de se poser la question de A à Z, de savoir est-ce que je peux lui faire confiance cette fois-ci, est-ce qu'elle va s'en sortir, est-ce qu'on va pouvoir lui offrir l'opportunité de s'en sortir, etc. etc. Je dois admettre que je n'ai pas décroché une seule seconde de ce film. J'ai rien noté de particulier, donc pas de truc particulier en termes de mise en scène par exemple, ou de jeu d'acteur, ou de trucs... Il n'y a rien qui est ressorti spécialement du film, mais je n'ai pas décroché du film de A à Z. J'étais vraiment devant, j'ai même pas quasi rien noté en fait dans mon téléphone, donc c'est quand même quelque chose qui doit plutôt bien marcher dans ce film si t'arrives à être vraiment complètement investi dans le truc, quoi. Mais alors, et c'est là que je trouve vraiment que... C'est là que tu vois que les Oscars, c'est vraiment n'importe quoi en termes de sélection, c'est parce que je trouve que c'est un des meilleurs films de cette sélection, et il est nommé dans une seule catégorie, meilleure chanson originale. Et alors là, pareil, ça doit être au générique de fin, parce que je me souviens pas d'une chanson particulière dans ce film, et notamment pas d'une chanson qui m'ait marqué. Mais par contre, rien pour la réalisation, rien pour les actrices, notamment Glenn Close et Mila Kunis, qui sont quand même très très douées chacune dans leur rôle, Mila Kunis notamment. Je pense pas qu'il va remporter de statuette dans cette sélection, donc du coup, voilà. Il est vraiment en sélection pour faire de la figuration, mais je trouve que c'était un des films les plus intéressants et les plus fascinants de cette année. Je lui ai pas non plus mis une note extraordinaire, hein, je vous dis, j'ai pas noté non plus de grands moments de bravoure, et juste c'est un film qui passe super bien, quoi. T'as rien à dire, de A à Z. Ensuite, nous avons 2 films qui se sont retrouvés dans les rattrapages, donc je vais pouvoir du coup les faire rapidement. Nous avons d'abord Free Guy, le film, la comédie avec Ryan Reynolds, qui joue un personnage de jeu vidéo qui se découvre une conscience et une intelligence. Il est en sélection uniquement pour les effets spéciaux, et je ne pense pas qu'il aura sa statuette. Donc voilà, passons très vite. Suivant House of Gucci, le film de Ridley Scott, bizarrement, personne dans le casting n'est nommé, ni Adam Driver, ni Lady Gaga, ni Jared Leto qui a fait son numéro là, avec sa prothèse et tout le bordel, mais je pense que c'est quand même Jared Leto avec sa prothèse qui a fait que le film est en sélection, puisqu'il est sélectionné pour meilleur maquillage et coiffure, et je pense que l'Académie va lui remettre sa statuette. Je vois pas les autres remporter quelque chose en fait. Si c'est Coming to America ou Cruella, Dune, je verrai pas pourquoi est-ce que les coiffures ou le maquillage de ces films-là sont particulièrement marquants. Je pense donc que maquillage-coiffure, ce sera pour House of Gucci. Ensuite, King Richard. Je vous avoue qu'à chaque fois que je vois ce titre, je confonds avec le film sur Macbeth, enfin l'adaptation de Macbeth qui a été faite juste après. Je suis persuadé à chaque fois que je lis King Richard que c'est un truc de Shakespeare. Je sais pas pourquoi. Mais non, c'est le film avec Will Smith qui joue le rôle du père des sœurs Williams, Venus et Serena Williams, les plus grandes joueuses de tennis mondiales. J'ai envie d'appeler ça un film vanité de la part de Will Smith. C'est quand même un peu particulier quand tu fais un film sur les sœurs Williams, de concentrer ton film sur le père Williams. Je sais que c'est grâce au père que les filles ont existé, mais enfin quand même, surtout dans l'époque actuelle où t'as envie de mettre en avant les femmes, etc., c'est quand même un peu particulier de faire un film sur les sœurs Williams et de parler du père Williams. Mais tu sens qu'il a fait ce projet pour s'offrir à lui un rôle qui lui permettra d'avoir un Oscar, et tu vois qu'il a changé un petit peu son jeu. Il essaye véritablement d'incarner quelqu'un, mais quelqu'un qui lui ressemble pas mal, et je trouve que même avec les petits efforts qu'il fait en termes de jeu, sur sa diction notamment, sa façon de parler, des trucs genre. I wrote me a 78-page plan for their whole career before they was even born. It's okay, they're just not used to seeing good-looking peoples like us. Même avec ces efforts-là, je trouve pas que ça mérite un Oscar. Mais j'ai entendu des gens dire qu'ils risquaient de l'avoir quand même, donc qui faisait partie des favoris quand même pour avoir cet Oscar, et franchement, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à y croire. Le dernier aspect vanité de ce projet, c'est que t'as un peu l'impression que, par l'intermédiaire du comportement du père Williams, il fait aussi l'apologie de son propre comportement dans sa famille, puisque, grosso modo, il a fait la même chose que les Williams. Il a éduqué ses enfants pour devenir de potentiels acteurs, de potentiels chanteurs, ou alors des gens particulièrement intelligents, qui ont des diplômes intéressants. Le problème, c'est qu'il n'a pas créé les nouvelles Williams du cinéma, en tout cas, par exemple pour ce qui est de son fils. L'histoire est sympa, les personnages sont très drôles, notamment les rapports avec les différents profs qui sont assez rigolos au fur et à mesure du film. Les 2 gamines qui jouent les sœurs Williams, elles sont extrêmement douées. Il y a certaines répliques qui sont très drôles. C'est vrai que c'était plutôt pas mal.
Après, moi, je suis désolé, le tennis, je m'en fous un petit peu. Les sœurs Williams, c'est très bien ce qu'elles ont fait, mais je m'en fous complètement. Comme déjà je me fous du tennis, ça serait compliqué d'avoir un intérêt particulier pour elles. Et puis, je trouve vraiment qu'il y a au niveau du projet, il y a quelque chose qui est fondamentalement pas honnête, j'ai envie de dire, dans cette histoire-là. Tu sens que c'est intéressé comme projet de la part de Smith. Donc j'ai beaucoup de mal en fait avec ce projet en général, et je pense que ça pourrait aussi un peu déplaire aux membres de l'Académie, qui a un côté un peu trop Mathieu Vu dans ce truc, et du coup il pourrait ne pas lui remettre un truc. Je pense que c'est en bonne partie ce qui fait que DiCaprio a mis des années avant d'avoir son Oscar, c'est parce que ça se sentait trop qu'il le voulait. Et je pense qu'il y a un truc comme ça, et notamment dans ce film-là, j'ai l'impression que vraiment, non seulement ça voit qu'il le veut, mais je trouve qu'il le mérite pas à l'arrivée. Will Smith, c'est quand même pas le meilleur acteur du monde, il s'en sort très très bien, mais c'est pas le meilleur acteur du monde non plus. Et si tu veux vraiment montrer que tu veux faire un rôle de composition, tu prends un personnage qui est vraiment complètement différent de toi. Mais là, le père Williams, il est beaucoup trop près de lui, et au final, je trouve que c'est pas très très intéressant. Le film a quand même réussi à rafler 6 nominations. Il est nommé en meilleure chanson originale, encore une fois. À chaque fois qu'ils sont nommés pour des chansons comme ça, je vois jamais de chanson qui ressort particulièrement du film, donc je comprends pas pourquoi. Il est nommé également en meilleur montage, meilleure actrice dans un rôle secondaire pour l'actrice qui joue la mère Williams, meilleur acteur pour Will Smith donc, meilleur scénario original, alors que ça doit être adapté d'un livre du père Williams, et puis c'est adapté de faits réels, etc., mais scénario original, et meilleur film tout court. Et je pense qu'il ne remportera rien. Voilà, c'est très personnel, mais je pense qu'il ne remportera rien de tout ça. Peut-être une petite surprise éventuelle sur le meilleur acteur, mais même ça, j'y crois pas trop, quoi. Film suivant. Alors celui-là, je n'avais aucune envie de le voir. C'est Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Comme son précédent film, peut-être comme le reste de sa filmographie, mais je me souviens pas. J'avais vu Magnolia, dont j'ai pas beaucoup gardé de souvenirs, et je me rappelais pas avoir le souvenir de rapport de couple si marqué que ça, mais je l'ai vu qu'une fois, il y a très longtemps, et je pense que j'étais pas totalement réveillé quand je l'ai vu en plus. J'ai du mal avec le Paul Thomas Anderson, donc généralement je suis pas ultra fan des films, mais comme son film précédent, donc Phantom Thread, ce film-là parle de rapport de couple. Et notamment, la question c'est qui domine, en fait, dans le couple. Dans Phantom Thread, c'était ça, t'avais l'impression que c'était le couturier qui était le riche, le puissant, le bourgeois, l'homme en plus, etc. Et t'avais l'impression que c'était lui qui avait le pouvoir, et plus le film avançait, plus tu comprenais que c'était en fait elle qui avait le pouvoir, qui notamment le prenait par certains biais qui étaient plutôt amoraux, mais qui lui permettaient d'avoir le pouvoir, et il y avait une compréhension tacite entre eux, et finalement lui-même acceptait son pouvoir à elle, etc. Et en fait, c'est plus ou moins la même idée, avec cette fois-ci une relation qui est adaptée en fonction de l'âge. C'est une relation entre un jeune mec de 15 ans, jeune acteur et jeune entrepreneur qui crée des tonnes et des tonnes de petits business et de petits machins pour essayer de se faire de l'argent, qui s'en sort beaucoup au bagou. Et avec ce même bagou, ce gamin de 15 ans va essayer de sortir avec une nana de 25 ans qu'il a croisée dans son école d'acteur, je crois, parce que je sais pas exactement pourquoi ils sont au même endroit, ce qu'ils foutent là. À vrai dire, je sais pas ce qu'elle fout là à la base, parce que il y a tout le monde qui passe dans les couloirs, et elle se promène avec un miroir et un peigne, et elle les propose aux gens, et je pensais qu'elle les proposait aux gens genre pour les louer, pour se faire de l'argent, mais finalement elle le file au gamin, et il n'y a pas d'argent en échange, donc je sais pas pourquoi est-ce qu'elle attend avec un miroir et un peigne, et en fait le film m'a gonflé parce que c'est que ça. C'est une écriture qui est faite pour que tu ne vois jamais venir le passage suivant. C'est un petit peu The Last Jedi, mais en concentré de The Last Jedi et de Rian Johnson. C'est que vraiment, dès qu'une scène avance, il y a un point où tu t'es dit ça va forcément aller par là, et du coup il fait exprès d'aller exactement à l'inverse. Pour essayer de décrire ça, je vais vous décrire la scène qui m'a fait décrocher du film. Parce que vraiment, j'ai plus réussi à suivre à partir de ce moment-là. Parce qu'en fait, tout le film en général, pour avoir ce côté imprévisible, ne prépare jamais ce de quoi il va parler, et donc en fait tu changes tout le temps de sujet et tu comprends jamais de quoi tu parles. C'est d'abord t'es en train de partir sur je ne sais quel projet du gamin donc qui veut sortir avec la meuf, et puis d'un seul coup tu parles du casting de je ne sais pas trop quel film, et puis ensuite tu parles du prix de l'essence et des problèmes qu'il y a avec l'essence à ce moment-là, parce que il y a un conflit mondial un peu comme actuellement avec l'Ukraine, et du coup le prix de l'essence est en train d'augmenter, donc t'as toute une partie du scénario qui est là-dessus, puis t'as une partie du scénario qui est sur... Enfin, à chaque fois ça change complètement et tu sais jamais pourquoi est-ce qu'on va sur tel ou tel domaine. T'as un moment où ils font le déménagement de je sais plus quelle maison d'un mec connu qui a bossé avec Barbara Streisand, et il y a tout un délire sur le fait que le mec est introduit le cul et du coup ils veulent lui faire des sales blagues mais en fait ils se font avoir aussi, etc. Et donc la scène qui m'a vraiment fait décrocher à ce niveau-là, c'est la scène où il y a la jeune meuf, donc la nana de 25 ans, qui va au bar avec un vieil acteur qui est joué par Sean Penn, et elle va avec lui dans un bar. Et donc tu les vois arriver au bar et tu te dis bon bah donc du coup elle va commencer à lui faire du gringue pour commencer du coup à avoir une relation qui va
irriter le gamin, puisque le gamin aussi commence à avoir certaines relations de son côté à lui. Ça, c'est le truc qui est très énervant, c'est justement c'est le côté du jeu t'aime moi non plus, mais tu comprends jamais pourquoi est-ce que d'un seul coup, quand le gamin a exactement ce qu'il veut, il décide bah non, finalement je m'y intéresse plus, je vais aller vers une autre meuf, etc. Tu me dis, t'es claque, putain de merde. Mais donc, tu penses que ça va être ça, elle va le charmer pour faire chier le gamin. Le gamin débarque dans la soirée, tu t'y attendais pas déjà à la base. J'avais pas reconnu le bar, si j'avais reconnu le bar peut-être que j'aurais su. C'est un bar qu'il possède, je crois, justement le gamin. Rien que le portrait du gamin m'énerve en fait, tellement c'est aberrant. C'est le gamin de 15 ans qui a déjà je sais pas combien d'entreprises et de trucs comme ça, enfin c'est... Tu dois quand même au moins être majeur pour monter une entreprise aux États-Unis, non? Enfin, il doit au moins y avoir un truc comme ça. Mais donc le gamin débarque dans son propre bar et voit du coup qu'il y a sa copine. Donc tu dis, ah donc ça y est, on va partir sur un truc où ils vont se chercher pendant toute la soirée en se regardant l'un l'autre. Et puis au bout d'un moment, il va y avoir un truc qui va le faire réagir. Lui, il va aller le voir et puis il va faire un scandale et puis il va s'humilier, etc. La scène classique. Puis finalement, pas vraiment. En fait, il la regarde en train de faire son truc et puis il reste tranquille à observer de loin. Et finalement, celui qui débarque, c'est pas lui, c'est un autre vieil acteur que le premier vieil acteur joué par Sean Penn reconnaît. Il lui dit vas-y, viens là, etc. Et puis d'un seul coup, ils se mettent à déblatérer tous les deux sur leurs vieux souvenirs d'acteurs, etc. Et Sean Penn, il en a quasiment plus rien à foutre de la gonzesse. Et ça part en délire avec les deux vieux acteurs qui sont en train d'organiser dans le golf à côté une cascade à moto où t'as Sean Penn qui doit être sur une moto et sauter un petit talus avec du feu. Et c'est ça la cascade, mais alors le talus il est minuscule, le feu il est tout petit, enfin, c'est vraiment ridicule. Et du coup, tu penses que tu vas concentrer sur ça, et finalement, quand cette scène-là est en train de fonctionner, là, le film décide de se réintéresser au mec et à la gamine, et de continuer à voir comment est-ce qu'eux continuent à suivre leur aventure. J'ai du mal à voir où est-ce que le film essaye d'aller, mis à part dans ce traitement de la relation de pouvoir et de domination, finalement, entre les deux gamins, ce qui paraît presque un peu malsain, avec justement ce côté gamin et mineur pour un des deux. Tu dis que ce serait mieux d'avoir une relation qui est plus égale. Je sais pas si au final, on nous dit qu'elle est égale ou pas, enfin, j'ai eu beaucoup de mal avec tout le film, je comprenais pas l'évolution du scénario, je trouvais qu'à chaque fois qu'on était sur un truc, effectivement c'était très original et très différent, mais je trouvais que c'était pas spécialement intéressant en fait, et typiquement le truc avec les acteurs, j'ai lâché le film complètement. T'as un moment où il est arrêté par les flics, la scène est aberrante, enfin vraiment ça n'a aucun sens, jamais ça fonctionnerait comme ça, à aucun moment, enfin même avec toute la brutalité policière possible, il y a un moment non, ça se passerait pas comme ça, et puis ça arrive de façon extrêmement brusque dans le film, et ça se finit de façon tout aussi brusque presque. T'as un plan où il est en train de, finalement, après tout ce passage avec les flics, il est à l'extérieur, il est en train de parler avec la meuf. Je me souviens pas des noms, elle va dire je m'en fous, j'ai pas envie de les chercher, je m'en branle, j'aime pas ces personnages. Et donc, il lui parle, et on filme la scène avec le reflet qui est dans une porte. Et puis genre, elle finit avec un truc très énervé quoi. Et pour te surprendre du coup, il cut. Et là, alors qu'elle faisait la gueule juste avant le cut, d'un seul coup, au cut, pouf, grand sourire, et puis juste quand le cut débarque, vraiment au moment précis du cut, la meuf se barre en courant. Bref, j'ai détesté ce film. J'ai détesté ce film. Il y a quelques petits trucs qui étaient bien, il y a quelques plans qui étaient intéressants. Il a un travail notamment sur au niveau du cadre. Il fait beaucoup de travelling qui feront des allers-retours. Donc il commence par aller sur la droite, filmer quelqu'un, puis ensuite il va aller sur la gauche pour reprendre tel truc, et puis sur la droite pour machin, etc. Je sais pas dans quel sens ça vaut par rapport à vous, mais j'ai pas fait un raccord entre les sens que je disais et mes mains, parce que je sais que c'est inversé par rapport à la télé, je sais jamais dans quel sens le faire, donc maintenant je fais n'importe quoi. Et il y a de jolis plans silhouettes, et puis tu vois qu'il essaye de retrouver un style un peu rétro, notamment quand tu vois le générique de fin. Bon alors le générique de fin en lui-même il est très joli, c'est un plan silhouette où ils sont en train de rentrer tous les deux chez eux, mais les titres sont écrits en vert avec cette vieille police qui est, il me semble, la police de Lucasfilm à l'époque où Lucasfilm c'était écrit en vert simplement sur le truc. Et du coup t'as l'impression que tout le générique est fait par rapport à ça, et comme le film se passe dans les années 70 à peu près, tu te dis bon voilà, c'est sans doute une allusion à ce truc-là en termes de mise en scène quoi. Mais enfin personnellement j'ai pas du tout aimé le film, j'ai détesté les personnages. Elle aussi bien que lui, mais alors lui en plus il est d'un ridicule, c'est, vous savez ce gamin de 15 ans mais qui parle comme s'il en avait 50, il est insupportable avec ce genre de truc, mais ce qui est drôle c'est que des fois le film s'en rend compte, mais juste pour une scène, c'est genre oui je vous répondrai prestement, quand il dit un truc au téléphone et t'as la meuf qui est en face de lui qui fait prestement, mais tu te prends pour qui exactement, mais tu fais meuf ça fait 40 minutes qu'il sort que des phrases comme ça, pourquoi est-ce que d'un seul coup maintenant tu t'en rends compte, c'est, ils m'ont énervé. Du coup, le film est en sélection pour 3 statuettes seulement, ça m'a un petit peu surpris. Meilleur scénario original, meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson, et meilleur film tout court. Je pense qu'on lui remettra la statuette pour le meilleur scénario original. Mais meilleur réalisateur, je suis pas sûr à 100%. Et personnellement, je ne lui remets aucune de mes statuettes. J'ai détesté ce film.
Ensuite, nous avons un des autres films d'animation de cette année, Luca, donc de Disney, Luca, puisque c'est italien. J'en ai fait une critique dans les rattrapages, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir mon avis sur le film et si vous voulez savoir ce qu'il se passe dedans. Le film n'est en sélection que pour le film d'animation, et je ne pense pas qu'il recevra la statuette, puisque donc je pense que le film a quand même relativement déçu beaucoup de gens, et puis pas un film très marquant en général. Ensuite, nous avons Lunana, A Yak in the Classroom, un film documentaire, mais qui est malgré tout en sélection pour le meilleur film étranger. Ça parle d'une classe dans une des régions les plus reculées du monde et une des plus isolées, et donc du coup, on montre une classe avec genre 4-5 élèves au fin fond d'un village péruvien ou je sais pas trop quoi. Et j'aurais beaucoup aimé vous parler de ce film, mais c'est le seul film de cette sélection que je n'ai pas pu voir. Je l'ai cherché partout, il n'était pas en salle, il n'était pas en VOD, il était nulle part. Impossible de rattraper ce film. Il sortira en France, je crois, au mois de mai, de ce que j'ai vu. Et donc, encore une fois, c'est l'occasion de féliciter notre distribution française. Applaudissements, mesdames et messieurs. Je ne sais pas donc s'il remportera quoi que ce soit, mais je suis parti du principe qu'il ne remporterait rien. Ensuite, nous avons le fameux Nightmare Alley de Guillermo del Toro, film qui ne m'intéressait absolument pas, qui n'a intéressé personne puisque personne n'est allé en salle, et évidemment, il y a Scorsese qui est venu faire sa prêche en disant « Faut absolument que vous alliez voir... merde, Nightmare Alley, faut absolument que vous alliez voir Nightmare Alley, c'est un grand film, c'est extraordinaire, etc. » Oui, bah évidemment que tu penses que c'est un grand film, c'est un film qui est un hommage à tout un tas de vieux trucs que toi tu adorais quand t'étais jeune sans doute. C'est un film noir par biais de films de freaks. C'est-à-dire que ça se passe dans un cirque où un mec débarque après avoir fait quelque chose d'un petit peu sombre, d'un petit peu étrange, mais qui sera révélé qu'un peu plus tard dans le film. Il prend un bus pour s'échapper, et le terminus de ce bus, c'est un parc d'attractions, une fête foraine, dans laquelle il va vivre pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune femme, et puis ensuite il y a une deuxième partie au film, qui sera elle, la partie film noir, où il va essayer de partir en ville, faire sa propre vie, et comme dans tous les films noirs, il y a une femme fatale, il y a des mafieux, il y a la dure réalité du monde et de la vie qui fait que c'est forcément mal et que tout finit mal, etc., etc. C'est film noir par biais de films de freaks, puisque donc au début c'est des films de freaks, films de cirque on va dire, avec la femme à barbe, le geek comme ils appellent ça, un mec complètement... l'homme animal, l'homme sauvage, tout un tas de petits numéros qui sont faits, il y a des prestigitateurs, des diseurs de bonne aventure, etc., etc. La seule petite nuance, c'est que les freaks, en principe les freaks c'est plutôt des gens qui auraient des malformations au niveau du visage ou des trucs dans ce genre là, ce qui en fait des freaks, c'est plutôt des blessures intérieures en fait. Que ce soit psychologique ou intérieur au sens où elles sont cachées en dessous des vêtements et des trucs dans ce genre là. Mais c'est en gros c'est ça, c'est un film sur les blessures cachées en gros par biais de freaks et explorées dans leurs échecs par le côté film noir. J'ai pas du tout aimé ce film. D'habitude j'aime bien la plupart des films de Del Toro, mais là c'est vraiment deux sujets, enfin deux styles que j'aime pas du tout, qui sont mélangés ensemble. Ça m'a jamais trop intéressé. Bah, c'est pas que j'aime pas les trucs des personnages du cirque, mais ça m'a jamais spécialement attiré en fait. Cirque, fête foraine, et trucs dans ce genre là en fait, j'aime pas ce genre d'amusement, le parc d'attractions et trucs dans ce genre. Donc c'est vrai que en soi c'est un truc qui me parle pas, et donc dans les films ensuite ça me parle pas beaucoup non plus. Et grosso modo ça m'intéresse pas comme histoire. Même si c'est fait avec tout le talent habituel de Del Toro, notamment en termes visuels, et on retrouve à nouveau son travail de certains grands angles, certains décors extrêmement surchargés, c'est un petit peu jaunâtre, ces mouvements de caméra qui sont extrêmement jolis, son habituel brune coupe carré aussi, qui revient qui est presque exactement comme dans comment ça s'appelait le truc de l'eau là, bref. J'ai pas du tout aimé Nightmare Alley, c'est pas du tout mon style d'histoire, et j'ai eu exactement ce que je pensais voir, mais je pense qu'en plus il va pas spécialement être repéré dans les Oscars. Il est en sélection pour 4 catégories, meilleur décor, meilleur costume, meilleure photo et meilleur film tout court. Et je pense qu'il n'aura rien de tout ça. Surtout que c'est un mec qu'on connaît bien aux Oscars, Guillermo del Toro. On a eu le temps de le récompenser pour la plupart de ses trucs, et je sais pas si quelqu'un verra vraiment l'intérêt de lui en redonner une dans cette catégorie-là. Cela dit, ça peut arriver, hein, bien sûr, rien n'est impossible, mais je pense pas. Donc voilà en ce qui concerne mon avis sur Nightmare Alley. Ensuite, nous avons No Time to Die, le dernier James Bond, du coup, qui a priori a quand même pas mal déplu à la plupart des spectateurs. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui étaient satisfaits du film. Je vais pas faire de critique puisqu'il y a déjà un vlog qui est sorti sur ce film, très complet, je vous invite à aller le voir. Le film est en sélection pour 3 catégories, dont on a déjà parlé pour la plupart, meilleurs effets spéciaux, meilleur son et meilleure chanson originale. Pour du coup le thème principal, il me semble. Alors je les ai pas encore vu puisque les chansons c'est une vidéo à part. Mais c'est vrai que le truc fait par Billie Eilish, voilà.
Ça m'est revenu. Donc c'est vrai que voilà, c'est le thème de Billie Eilish. On verra du coup dans la sélection des chansons s'il reçoit quelque chose, mais en ce qui me concerne, je ne lui remets ni le son, ni les effets spéciaux, mais je vous rappelle, petit doute sur les effets spéciaux, parce qu'effectivement, ils passent totalement inaperçus, quoi. Donc c'est quand même réussi quand les effets spéciaux passent totalement inaperçus. Mais j'ai quand même un doute. Ensuite, nous avons Parallel Mothers, ou en version originale, Madres Paralelas, ou Paralelas, ou Paralelas, je sais pas exactement. Pour le coup, mon accent espagnol est pas à jour. Parce que je sais même pas s'il y a deux L ou un seul en espagnol ou pas. Donc c'est le nouveau film de Pedro Almodóvar. C'est une histoire assez particulière qui suit deux mères, l'une jouée par Penélope Cruz, et l'autre jouée par... Je vais vous retrouver ça tout de suite. Oui, ça sonne pas du tout espagnol, elle est jouée par Milena Smith. C'est vrai que ça fait pas du tout espagnol comme terme. Il y a aussi Rosy de Palma qu'on retrouvait habituellement chez Almodóvar. Le personnage de Penélope Cruz, c'est Janice. Et puis il y a Anna, qui est jouée donc par Milena Smith. Elles accouchent toutes les deux au même moment, sympathisent toutes les deux, elles se trouvent... elles s'apprécient, elles échangent des conseils, notamment pour l'accouchement. Et le personnage de Janice, donc joué par Penélope Cruz, va se rendre compte, à un moment, que l'hôpital s'est trompé et a inversé les deux bébés. Et à partir de là, toute une histoire va commencer à se monter, avec, comme habituellement chez Almodóvar, un style un petit peu patchwork, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs styles de films qui se côtoient dans le film. D'un côté, il y a un film qui est plutôt familial, normal, peut-être même une comédie, ou en tout cas, peut-être comédie dramatique, un film assez réaliste finalement, un film assez terre-à-terre sur des mères qui commencent à vivre leur vie de mère avec leurs premiers enfants. On a ensuite un passage qui est plus thriller avec tout le côté enquête, notamment tous les moments où elle est devant son PC, où t'as toujours une musique de film de thriller derrière avec les petits violons pendant qu'elle est en train de chercher ses tests ADN sur internet, etc. Et puis enfin t'as... Je saurais pas comment décrire ça, en comédie ou en film historique ou... je saurais pas quel domaine dire. Il y a une autre histoire, une troisième histoire en parallèle, c'est que la famille de Penélope Cruz a été victime des massacres par le régime franquiste. Et le mec qu'elle a rencontré, avec qui elle a eu ce bébé, son premier bébé donc, et le mec en fait qu'elle a engagé pour lui demander de lancer une demande officielle de fouille pour un charnier qui est dans son village d'origine, dans lequel il y aurait son arrière-arrière-grand-père, un truc dans ce genre-là. Et ces trois histoires, du coup, se mélangent de façon étrangement homogène et harmonieuse, en fait. Ça mène assez logiquement de l'une à l'autre. Et j'ai trouvé que c'était assez fascinant. Je trouvais que les personnages étaient très très bien foutus, que l'histoire était assez intéressante et prenante, et se renouvelait tout le temps, et t'avais toujours des espèces de retournements de situation que tu voyais pas trop venir. Et c'est un film qui traite globalement du thème des choses enfouies et cachées. Un petit peu comme Drive My Car d'ailleurs, qui est sur le même thème justement, avec des personnages qui enfouissent des choses de leur passé, qui finissent enfin par revenir à la surface. Voilà, comme ça revient à la surface. Visuellement, il y a un truc très particulier avec ce film, c'est que la lumière fait très fausse et très artificielle dans beaucoup de plans. Et il y a des plans où juste la lumière additionnée au point donne l'impression que c'est quasiment des plans qui ont été filmés sur fond vert avec décors ajoutés ensuite. Je pense pas que ce soit une question de Covid ou un truc de genre là, parce que s'il faut virer un truc dans le Covid, c'est pas le décor, c'est les acteurs. Et là pour le coup, t'as l'impression que on a filmé deux acteurs côte à côte, et puis on a mis un fond vert derrière elle, tellement la lumière et la netteté sont différentes. Ou plutôt, la lumière est très différente sur elle par rapport au reste du décor, donc du coup t'as l'impression qu'elles sont pas filmées au même endroit, ce qui fait donner le côté fond vert. Et d'un autre côté aussi, tout est très net, ce qui est pas habituel avec des lentilles, notamment quand tu fais des gros plans comme certains qu'il y a ici. Et du coup, ça aussi, ça fait très étrange, parce que tu dis, la netteté devrait pas fonctionner comme ça, on devrait arriver à du flou à un moment, quelque part de cette image, et c'est pas normal que tout soit net, etc., ou alors peut-être avec des lentilles très spéciales. Et donc, entre cette façon de gérer la lumière et cette façon de gérer le point, il y a des images qui sont parfois très très spéciales dans ce film, et t'as l'impression qu'elles sont un peu surréalistes, un peu particulières. Cela dit, je dis tout ça, mais il n'a pas du tout été sélectionné pour la meilleure photographie, donc on oublie. Il n'a été sélectionné que pour la meilleure actrice, pour Penélope Cruz, et puis pour la meilleure chanson originale, et puis on reviendra sur cette chanson du coup quand on sera sur la partie chanson originale de ces vidéos. Je dois dire que oui, globalement, je vous encourage chaleureusement à regarder Parallel Mothers, ou Madres Paralelas. Paralelas, je ne sais pas exactement. Dites-moi dans les commentaires du coup quel aurait fallu que je fasse. Ensuite, on a quelques films qu'on a déjà vus et sur lesquels j'ai fait des vlogs. On a Raya and the Last Dragon, ou Raya et le Dernier Dragon, parce que j'ai dit Raya très français. J'ai déjà fait un vlog donc là-dessus, vous pourrez aller le voir si vous voulez avoir plus d'informations sur le film. Il est sélectionné uniquement en catégorie meilleur film d'animation, et c'est ma statuette personnelle pour le film d'animation. Dans toute la sélection qu'il y a, c'est le film que j'ai vraiment le préféré cette année. Flea est pas mal, mais je vous dis l'animation est trop moche pour que je lui remette une statuette du meilleur film d'animation. Donc du coup voilà, en ce qui me concerne c'est Raya et le Dernier Dragon.
On a également en sélection Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, uniquement pour les effets spéciaux. Je vous invite à aller voir mon vlog sur le film si vous voulez avoir mon avis dessus, mais ça ne mérite absolument pas d'être nommé, même pas pour les meilleurs effets spéciaux, surtout pas j'ai envie de dire. Ensuite, nous avons Spencer. C'est un film réalisé par le mec qui avait fait le film sur Jackie Onassis Kennedy, donc le film Jackie avec Natalie Portman dans le rôle principal, et il refait en gros exactement le même film avec cette fois-ci Lady Diana. C'est un film donc qui suit Lady Di dans la famille royale, juste avant un repas de Noël, et on la voit donc détruite et dépassée par tout le cérémoniel, et à quel point est-ce qu'on essaye de contrôler sa vie, à quel point la famille royale ne la comprend pas, etc. etc. C'est le projet Vanité de la part de Kristen Stewart, où elle essaye de faire valoir ses talents d'actrice, de montrer à tout le monde qu'elle en a, et qu'elle en veut, et qu'elle peut, etc. etc. Je trouve personnellement que c'est une des pires performances que j'ai vu Kristen Stewart faire de sa carrière. Je trouve qu'elle joue moins bien dans ce film que dans Twilight. Toutes ses répliques font fausse à 2000%, il n'y a pas une seule réplique à laquelle j'ai cru. Son accent anglais déjà de base, et puis un accent un petit peu royaliste, un petit peu hautain, un petit peu méprisant, ce qui colle pas du tout a priori au personnage, puisque t'as envie de dire justement qu'elle est pas de la noblesse et de la haute société, et que du coup elle est pas à l'aise et pas dans son élément là-dessus. They daren't. I don't know. I was at the cafe in Kensington giving some presents and I thought I might just drive. Et puis alors, je suis pas un partisan de l'argument pauvre petite fille riche. Mais alors clairement dans ce film, ça fait problème de petite fille riche, et en fait, moi qui ai à la base de la sympathie pour Lady Di, je me suis mis à devenir profondément antipathique envers elle au fur et à mesure du film. Parce que quand tu vois à quoi elle réagit, qu'est-ce qui la perturbe, qu'est-ce qui la choque, qu'est-ce qui la machin, qu'est-ce qui lui pompe son énergie, etc. C'est vraiment si laborieux que ça pour toi d'aller prendre un repas alors que t'as pas spécialement faim ou pas envie de manger, parce que c'est un petit peu ritualisé, parce que t'as 2 ou 3 fourchettes à côté de l'assiette plutôt qu'une seule, enfin c'est... T'as vraiment cette impression-là, quoi. Au lieu de la prendre en pitié, t'as qu'une seule envie, c'est de lui dire « Meuf, t'es pas la seule nana au monde qui, pendant la soirée de Noël, est obligée de passer son temps avec une famille qu'elle déteste, à porter des fringues qu'elle trouve pas belles, à bouffer des trucs qu'elle a pas forcément envie de bouffer, à devoir essayer de paraître bien et correct, à ne pas s'engueuler avec des gens que t'aimes pas, etc. » Enfin, c'est pas la seule du monde à vivre ce genre de truc, et si vraiment pour elle c'est si invivable que ça, au point qu'elle aille gerber dans les chiottes et tout le bordel, t'as vraiment envie de dire mais ma pauvre fille, quoi. Donc en fait c'est incroyable, il a vraiment réussi à me faire détester Lady Diana en un film. Alors heureusement, je reste bloqué sur ce film-là, je me dis c'est ce personnage-là, c'est pas la vraie Diana. Je pense que ses vrais soucis étaient quand même un peu plus compliqués que ça, parce que là franchement, sérieux quoi, la meuf qui est pas contente parce qu'il fait un peu trop froid dans la maison et qu'elle voudrait qu'on monte le chauffage, parce que on doit manger des sandwichs à 17h et puis elle a pas envie de manger les sandwichs, et elle a dit ah oui, il faut qu'on aille manger les sandwichs, etc. en se moquant d'eux comme si c'était le truc le plus incroyable du monde. La scène avec la soupe. Mon dieu, la scène avec la soupe, quoi, où elle s'arrache son propre collier de perles et puis elle bouffe la soupe avec ses perles pour montrer que c'est vraiment cette noblesse qui est en train de l'étouffer complètement. On fait, oh mon dieu, mais putain de merde. Vraiment, il l'a rendu détestable. Détestable, de A à Z. Il y a des trucs que tu comprends, genre oui, effectivement, la pesée rituelle au début du week-end pour savoir si t'as grossi à la fin du repas, etc., pour faire honneur aux cuisines. Oui, effectivement, c'est un peu particulier, mais enfin, y a pas de quoi non plus briser ton moral et ta vie et tout le bordel, quoi. Et je la déteste d'autant plus que c'est pas le tout d'être renfogné dans ton coin à toi, mais en plus c'est une connasse par rapport aux autres. Notamment, elle respecte pas le travail des cuisiniers, par exemple, parce que elle veut pas bouffer la soupe, elle la bouffe même pas, quasiment, alors que le cuisinier, en plus, la connaît apparemment, enfin, de ce que montre le film, il la connaît, donc il a presque fait la soupe juste pour elle et pour essayer de la réconforter ou de ce genre-là. Donc elle bouffe pas la soupe, donc le soir elle a faim, donc elle va dans la chambre froide, mais elle va pas bouffer dans les réserves, elle va bouffer là où il y a tous les plats qui sont préparés pour le lendemain. Donc en fait, elle vient piocher, foutre ses bactéries et détruire la construction de tous les plats qui ont été préparés à la veille par l'équipe de cuisine, juste parce qu'elle est pas contente et qu'elle a pas bouffé la veille. Tu fais, putain mais le respect quoi, juste le respect. Et puis alors en termes de réalisation, c'est exactement le même style qu'avant. Alors ça, je crois que c'est aussi du 1,66, ça doit aussi être du 16 mm. Il y a aussi ce travail de couleur un peu pastel, il y a un travail de certains dégradés au niveau du ciel, etc. Un travail des plans zénithaux, apparemment il aime bien ça. En termes de réalisation, il y a des trucs qui sont sympas, notamment, je crois que c'est notamment parce qu'ils tournent en 16 mm, mais peut-être qu'ils ont en 35, mais je crois que c'est du 16. Il y a des grands angles qui font une déformation des distances et qui donnent du coup un aspect très grandiose à beaucoup d'endroits, surtout quand tu filmes des grands palais et tout dans ce genre-là. Mais franchement, c'était chiant comme la mort, comme Jackie d'ailleurs, et je ne vois pas du tout ce que ça fait là, si ce n'est le petit côté vanité de la part de Stewart pour avoir sa statuette. Alors du coup, c'est une grande question ce truc-là. C'est un projet vanité.
Mais c'est loin d'être la seule dans cette sélection. Dans les meilleures actrices, il y a également Jessica Chastain, qui a fait The Eyes of Tammy Faye, et genre, The Eyes of Tammy Faye, c'est le projet pour essayer d'avoir un Oscar. J'y reviendrai plus en détail quand on y reviendra, mais c'est vraiment le projet pour essayer d'avoir un Oscar. Parce que Jessica Chastain, elle a très envie d'être une vraie vedette, d'être une vraie star, et notamment d'avoir des récompenses. Et en fait, je pense que Jessica Chastain, je lui ai pas remis la statuette parce que je pense qu'elle va devenir la nouvelle DiCaprio. Trop vouloir le truc, finalement elle finira par ne jamais l'avoir. D'autant que, en face d'elle, il y a Nicole Kidman, qui est en sélection pour quasiment le même rôle. C'est-à-dire rôle d'un personnage célèbre, plutôt connu, qui implique d'utiliser des prothèses, et qui demande de beaucoup changer son jeu, notamment pour essayer de ressembler à un autre personnage. Et je me dis, dans l'Académie, s'ils voient d'un côté Jessica Chastain et Nicole Kidman, je les vois beaucoup plus aller pour Nicole Kidman, sur ce genre de performance. Il y a aussi Penelope Cruz pour Parallel Mothers. Pour le coup, c'est un rôle de mère très habituel de célébrer ça aux Oscars. Et ça rejoint également la nomination d'Olivia Colman pour The Lost Daughter. Là aussi, j'y reviendrai un peu plus tard, mais elle aussi joue une maman. Donc ça aussi, c'est des trucs qui plaisent bien à l'Académie, notamment Olivia Colman, qui est une nana qui a été plusieurs fois récompensée du coup, depuis La Favorite notamment. Penelope Cruz, je suis pas sûr qu'elle soit si... qu'elle attire autant les Oscars à elle que ça, je crois pas que ce soit un truc qui soit très marqué. Donc, avec tout ça, je me suis dit... Il y a de fortes chances que l'Oscar aille à Nicole Kidman, mais je vais faire un pari, je vais aller sur le pari que Kristen Stewart va l'avoir, parce qu'apparemment il y a plusieurs festivals dans lesquels elle a été célébrée pour son jeu. Et c'est le jeu que je trouve le plus mauvais, et c'est une de mes, un de mes indicateurs pour sélectionner les vainqueurs quand je fais mes Oscars, c'est généralement c'est le truc que je trouve le plus mauvais qui remporte quelque chose. Donc, cette fois-ci je vais dire que ça va être pour Kristen Stewart et Spencer. Je pense que c'est elle qui va avoir cette statuette. Ensuite, dans la sélection, nous avons Spider-Man No Way Home, qui a eu son vlog, vous pourrez aller voir de quoi il en retourne. Sélectionné uniquement pour les effets spéciaux, c'est quand même un scandale, sachant que les effets spéciaux étaient même pas finis quand le film est sorti, il a fallu les corriger ensuite, enfin bon bref. S'il y a vraiment un film à pas sélectionner dans les meilleurs effets spéciaux, c'est celui-là. Donc je pense qu'il n'aura rien, c'est peut-être pour ça qu'il aura quelque chose, mais quand même il y a Dune dans la sélection, je pense qu'ils vont filer un petit truc à Villeneuve et qu'ils vont pas aller filer ça au film que je déteste de la sélection. Ensuite, nous avons donc The Eyes of Tammy Faye. Tammy Faye, c'est une ancienne télévangéliste chrétienne qui a eu un énorme succès avec son mari, notamment pour leur paroisse, qui leur offrait de nombreux dons, ce qui leur a permis de vivre une vie extrêmement luxurieuse. Mais comme la plupart des télévangélistes, c'était plutôt une arnaque pour essayer de détourner les fonds des personnes qui les envoyaient du coup à leur église. Et puis, ils ont fait pas mal de petits trucs qui étaient plus ou moins illégaux, notamment son mari. Elle, beaucoup moins, en tout cas, c'est comme ça que le film le présente. Tammy Faye est interprétée par Jessica Chastain, au naturel dans la première moitié, recouverte d'une énorme prothèse incroyablement réussie pour la deuxième partie. Il y a tout un montage qui est assez joli où on la voit faire plusieurs émissions où elle fait, donc elle fait à la fois de l'évangélisme, mais elle fait aussi de la chanson, elle fait du divertissement en général. Et il y a toute une séquence où on la voit avancer dans le temps, et notamment où on voit les effets de l'alcool sur son visage. On la voit donc se préparer pour faire son spectacle, toujours en prenant sa petite rasade et puis son petit médicament avant, etc. Petit à petit, à chaque cut, il y a les joues qui se remplissent de plus en plus, elle devient de plus en plus bouffie, de plus en plus rouge, etc. etc. Son maquillage aussi devient de plus en plus imposant et visible. Et c'est vrai que à chaque fois qu'il y a une scène avec cette prothèse, déjà tu ne reconnais plus Jessica Chastain, mais t'as jamais l'impression de voir une prothèse. Elle est d'une qualité, c'est absolument incroyable. J'ai vraiment bluffé, c'est au point où c'est vraiment le truc que j'ai noté, quoi. C'est pas le premier film où il y a une prothèse. D'habitude, je note vite fait, ouais, il y a une prothèse, etc. Là, j'ai vraiment noté, putain, je reconnais pas la prothèse. Je vois pas les limites de la prothèse, je n'arrive pas à voir que c'est un acteur sur une prothèse. C'est absolument incroyable, cette prothèse d'une qualité magistrale. Et c'est donc plus ou moins le projet Vanité de la part de Jessica Chastain, puisque c'est très à la mode et c'est très souvent fait, pour obtenir les Oscars, de faire ce genre de performance. Performance qui donc incarne un personnage historique, qui a déjà vécu, ce qui implique et ce qui impose de changer ton jeu pour essayer de reproduire le jeu de ce personnage. Donc déjà, il y a un investissement au niveau de ton jeu d'acteur en général, ce qui montre une partie de ton registre. C'est un rôle qui demande donc de porter des prothèses à partir de certains moments, et donc réussir à jouer correctement sous une prothèse, c'est souvent une performance qui passe bien, qui impressionne la plupart des gens aux Oscars. C'est un rôle où elle est télévangéliste, et les télévangélistes généralement, ils arrivent bien à marquer en termes de sélection, notamment pour les Oscars masculins. Il y a souvent des acteurs qui ont été nommés pour des rôles comme ça, d'orateurs particulièrement marquants sur les foules. Et c'est vrai que généralement ça marche bien, mais surtout pour les mecs. Et là pour le coup c'est un truc qu'elle a essayé de faire au féminin, et je trouve c'est intéressant justement de montrer ça au féminin pour le coup, un petit peu neuf. Et puis bien évidemment il y a le reste de sa performance,
qu'elle joue extrêmement bien, mais il y a aussi le fait qu'elle doive chanter, par exemple, ou pour plusieurs morceaux. Notamment, le film se termine sur une de ses chansons aussi, par exemple. Et puis, évidemment, le truc, c'est que ça s'appelle Les yeux de Tammy Faye, parce que on se concentre toujours sur ses yeux à cause de son maquillage, et du fait qu'elle soit tout le temps en train de chialer, et qu'il y ait toujours son maquillage qui est en train de couler. Et donc, ou pas d'ailleurs, parce que certaines des lignes sont définitives, donc ça coule pas forcément. Mais du coup, c'est vraiment tout ce qu'il doit y avoir dans une performance d'acteur pour essayer de marquer les Oscars, à la fois en sélection, et pour avoir la statuette. Donc, il y a quand même de fortes chances pour Jessica Chastain, mais malgré tout, je pense qu'elle va se faire snobber parce que elle le veut trop, cet Oscar. Justement, avec tous ces choix de ces machins-là, tu sens qu'elle le veut trop. Et s'ils ont la possibilité de la faire chier et de vraiment limite de lui mettre une mandale en prenant Nicole Kidman, qui a plus besoin de prouver quoi que ce soit, mais qui fait exactement le même rôle, personnage historique, prothèse, personnage très exubérant, avec un jeu très particulier, etc., etc. Je suis sûr qu'ils le feront. Je suis sûr que soit ils lui feront pas du tout, soit ils le feront à Nicole Kidman. Je vois très peu Jessica Chastain partir avec sa statuette, même si elle a tout fait pour. Je la vois très peu partir avec la statuette. Le film est également nommé pour meilleur maquillage et coiffure. Je lui remets moi mon Oscar du meilleur maquillage coiffure parce que la prothèse m'a vraiment bluffé. De A à Z, c'était extraordinaire. Ensuite, nous avons The Hand of God, le nouveau film réalisé par Paolo Sorrentino, donc c'est un film italien, qui s'appelle en version originale È stata la mano di Dio. C'est un film sur un jeune garçon qui a pour projet de devenir réalisateur, mais qui, à cette époque-là, est simplement en train de faire sa vie de jeune garçon. C'est un récit qui se rapproche un petit peu de Licorice Pizza, pour le côté un petit peu inattendu des différents événements qui se produisent. Pas totalement, cela dit, mais par exemple, on commence à suivre d'abord sa tante, la tante de ce personnage, à qui il arrive un truc, ensuite on se retrouve dans un repas de famille, et puis ensuite tu te retrouves au casting d'un film de Fellini, et puis ensuite tu te retrouves à... T'as des enchaînements comme ça qui sont un petit peu surprenants, mais qui en grosso modo suivent surtout la vie de ce gamin pendant une période très particulière. Et ce qui est très drôle, c'est que le seul point commun, le seul point récurrent qui permet de relier toute l'histoire et de toujours revenir au même sujet quelque part dans le film, c'est que tout le monde parle constamment de Diego Maradona. Et parce qu'ils sont tous en admiration, The Hand of God, c'est ça, c'est sa main à lui, c'est la main de Dieu, c'est la main de Maradona. C'est assez particulier, et le truc c'est que en fait, ils sont fascinés par Maradona parce qu'il est question qu'ils viennent signer dans leur ville à eux. Alors je sais plus dans quelle ville est-ce qu'ils sont. Toujours est-il que c'est le seul point commun qui revient constamment dans le truc, c'est Maradona, qui est dans la bouche et la tête de tout le monde, parce que tout le monde parle de foot, et tout le monde parle de ce mec-là, etc. C'est un film très, très, très italien. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu avec ce film. Honnêtement, c'est même surprenant qu'il se retrouve en sélection, parce que ce style d'humour ne plaît pas beaucoup aux Américains à l'heure actuelle. C'est de l'humour qui se prend pas trop la tête avec ces questions politiques, de minorité, trucs dans ce genre-là. Il y a beaucoup de blagues qui sont faites dans ce film sur des handicapés, ceux qui ont par exemple une canne avec laquelle marcher, ou ceux qui ont, ça s'appelle comment, un modulateur vocal, le truc que tu te mets sous la gorge et ça permet de créer une voix quand tes cordes vocales à toi ne marchent plus. T'as des blagues sur les gros, et puis surtout t'as quand même tous les mecs de la famille qui sont tous, alors qu'ils sont de la famille, en train de fantasmer sur la tante, qui est souvent à poil en train de bronzer, etc., qui est particulièrement belle, notamment dans le domaine des femmes italiennes, très plantureuse et très chaleureuse. Et ils sont tous absolument fascinés par cette meuf. Donc il y a quand même des trucs qui sont parfois un peu malsains et un peu borderline au niveau politique, mais t'as aussi quelque chose d'extrêmement chaleureux et rigolo, et parfois très surprenant. C'est la mère, quand elle est stressée, pour se déstresser, elle va jongler. Et donc tu sais quoi ce délire? Et il y a beaucoup de petits trucs comme ça, c'est très humain comme film, c'est effectivement très humain. Il y a beaucoup de très belles répliques philosophiques, beaucoup de très belles phrases à retenir. Bon, il y a une citation de Maradona qui est très con à la fin, au début, pardon. C'est en gros, j'ai fait de mon mieux et je m'en suis pas trop mal sorti, ou un truc dans ce genre-là. Je sais pas trop pourquoi est-ce que la citation est là. Mais t'as des citations qui sont très belles, genre une citation de Fellini, le cinéma ne sert à rien, mais ça distrait de la réalité, parce que la réalité est minable. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup comme phrase. Vous savez que moi j'ai toujours parlé du cinéma comme ça, je dis le cinéma c'est la vérité, enfin c'est vraiment de mieux en mieux. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de truc, et puis il y a tout un moment où il rencontre un réalisateur, je sais pas si c'est un vrai réalisateur dans la vraie vie le mec, il y a tout un discours par rapport au cinéma, et effectivement de qu'est-ce qu'il faut pour faire du cinéma, qu'est-ce qu'il faut raconter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, etc. Est-ce que t'as des choses à dire sur simplement cette ville, etc.
beaucoup de choses auxquelles je crois énormément, qui font aussi que je me suis pas mal moi-même découragé de faire du cinéma un jour, mais beaucoup de choses dans lesquelles je crois beaucoup. Et le film en général est surtout absolument magnifique. Il y a un travail des décors qui est absolument dingue. Ils sont souvent filmés en grand angle pour permettre du coup d'avoir des perspectives assez vastes et de belles distances. Et c'est aidé par des décors qui sont particulièrement magnifiques. Il y a la pièce dans laquelle vit sa tante, qui est le premier personnage qu'on rencontre. Il y a un énorme couloir qui amène jusqu'à sa chambre, et sa chambre, genre c'est la chambre de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est les murs limite en verre blanc transparent. Il y a plusieurs scènes qui se tournent dans un décor qui est probablement un monument très connu d'Italie, mais comme j'y ai jamais été et que je m'y connais pas trop en monument italien, je dirais plutôt que ça ressemble au Grand Palais. C'est plus ou moins construit de la même façon. C'est un gros croisement avec un truc qui est très très haut sous plafond, avec une verrière au-dessus, etc. Donc voilà, ça ressemblait au Grand Palais de Paris, mais c'est probablement un autre truc. Il reproduit extrêmement bien les intérieurs italiens, notamment. Et t'as beaucoup d'intérieurs avec de vieilles tapisseries à motifs un petit peu moches, mais surtout beaucoup de trucs accrochés au mur, donc ça va d'une surcharge, ce qui est pas réaliste pour le coup, c'est plus exagéré pour le film, mais t'as un nombre incroyable de cadres photos, d'assiettes de porcelaine qui sont accrochées au mur, d'animaux empaillés, des trucs dans ce genre-là, et qui sont vraiment des décors très italiens, parce que même mes grands-parents qui étaient en France, ils avaient ces décors-là chez eux, quoi. Donc tu sens que vraiment c'est un film qui respire et qui suinte l'Italie de partout à ce niveau-là. Et donc ouais, en termes de mise en scène et réalisation, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Il démarre le film avec un plan à la Besson. T'as un grand plan aérien qui commence par filmer l'océan tête en bas, vraiment perpendiculaire à la mer, qui ensuite remonte sur cette ville italienne qui est en bord de côte. Alors je sais pas où c'est exactement, mais c'est magnifique. Notamment, il y a un plan de nuit que tu vois où ils sont sur un bateau et t'as leur petite barque, et derrière t'as juste une petite ligne avec toutes les lumières de la ville, bleues et jaunes, etc., qui sont vraiment concentrées sur une seule petite bande. Ça fait un plan sublime, c'est absolument magnifique. Et ce plan d'intro, il est très très beau parce que tu commences comme ça au-dessus de la mer, pour le coup là t'es en plein jour, et t'arrives sur la ville, et en fait quand il filme la ville, il va changer l'ambiance sonore que tu entends, pour te mettre des ambiances qui collent plus à ce qui te montre directement. Donc il filme la ville en général, tu commences au-dessus de la mer, tu entends un peu le bruit des vagues, etc., puis le bruit de la ville. Puis il va filmer la ville plus précisément, en s'en rapprochant, et tu vas entendre plus le bruit qui vient d'une rue particulière ou d'un parc, avec l'écho spécifique à cet endroit-là. Il va suivre une voiture, et dans la voiture, tu vas entendre spécifiquement ce qui se passe dans la voiture, avec la respiration ou le bruit de la voiture, etc. Très sensoriel. Il y a beaucoup de plans qui jouent sur les grands angles et certains sur les décors, mais il y en a certains qui jouent sur les personnages, et ça ressemble un petit peu à du Genet, vous savez, ce plan en grand angle avec un personnage qui est plutôt proche de la caméra, donc il y a du coup le visage qui est un petit peu déformé, un petit peu particulier. Il y a certains travelling dans ce film qui sont absolument incroyables. Il y a un travelling qui est fait où simplement il filme une petite place qui donne sur une rue qui arrive derrière, et la caméra fait un très léger travelling. Je sais pas si c'est à cause de l'optique qu'il a utilisé, ou si c'est à cause de l'endroit où est placée la caméra, ou du mouvement qu'elle fait, mais ce mouvement a l'air irréel. T'as l'impression qu'on est en train de faire glisser des éléments de décor en face de toi, que le décor ondule carrément. Enfin, ça donne pas l'impression d'être juste un travelling qui se rapproche d'un mur. C'est très 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 beau. Enfin, ce plan était magnifique. Pour le coup, c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans les films étrangers. C'est là-dedans qu'il est sélectionné justement, sélection du meilleur film étranger. Je lui ai donné ma statuette personnelle, puisque pour moi c'est le meilleur film. Mais, comme je vous l'ai dit au début avec Drive My Car, je pense que c'est Drive My Car qui remporte la statuette, parce que tous les ans ça fait bien de nommer un film italien, mais généralement on lui remet pas la récompense. Donc du coup, voilà, en ce qui me concerne, je remettrai ma statuette du meilleur film étranger à The Hand of God. Ensuite, nous avons The Lost Daughter. Et c'est un film qui est très particulier à prendre en main. Je sais même pas jusqu'où je peux vraiment vous raconter le résumé, parce que ça me met sur des grosses fausses pistes au début. C'est une femme, jouée par Olivia Colman, qui se rend en vacances sur une petite île grecque, je crois, où elle va donc en vacances. Et pendant ces vacances, elle revit tout un tas de traumatismes liés à sa vie de mère, tout un tas de difficultés notamment, et elle revit un peu son passé, revoit certaines scènes, certains moments marquants de sa vie, évoqués par un jeune couple qu'elle voit sur la plage, avec une fille qui lui rappelle beaucoup son propre couple, et notamment l'une de ses filles. C'est très compliqué pour moi de résumer le truc, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets dans cette histoire, et je dois dire qu'en fait, ça aurait pu être pas mal, mais la fin m'a beaucoup déçu, parce que j'ai pas compris où est-ce que la fin essayait de mener en gros. Je crois que le sujet du film, c'est juste la difficulté de la vie de maman en fait. Qu'est-ce qui peut être compliqué quand tu as des enfants, et ce qui est original, ce qui démarque le film, ce qui est notable, outre le fait qu'il soit réalisé par Maggie Gyllenhaal, la sœur de Jake Gyllenhaal, et je crois que c'est son premier film, c'est que effectivement ça fait pas un portrait très reluisant du rôle de mère. Et c'est le truc que je trouve appréciable du film, c'est que pour une fois, c'est pas un truc où tu es en train de dire que dès que ton bébé naît, c'est forcément, t'es tout de suite marqué par la grâce et tu considères que c'est la créature la plus importante du monde, etc., etc. Ça arrive pour beaucoup de mères, mais il y en a chez qui ça n'arrive pas.
Et pour une fois, c'est un film qui explore cet aspect-là plutôt de la vie, de la vie des mamans. Mais j'avoue que voilà, la fin m'a un peu laissé sur ma faim. Le film est en sélection dans 3 catégories. Meilleure actrice et meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Olivia Colman qui joue l'héroïne normale, enfin à son âge actuel, et Jessie Buckley qui joue le même personnage mais plus jeune. Donc en fait c'est le même personnage qui est sélectionné aux Oscars à 2 reprises. Ce qui est quand même assez ouf, parce que ça veut dire qu'il y a clairement eu quelque chose d'assez parfait au niveau de la direction d'actrice notamment, et pourtant la réalisatrice ou le réalisateur la réalisatrice Maggie Gyllenhaal n'est pas en sélection pour meilleure réalisatrice. C'est quand même dingue d'avoir quelqu'un dont on dit t'as tellement bien dirigé le personnage qu'à chaque fois qu'il est joué par un acteur, l'acteur doit être nommé aux Oscars, et on te nomme pas toi pour le truc. C'est quand même un peu bizarre. Peut-être qu'ils ont aussi été un peu déçus comme moi de la conclusion, mais elle est pas responsable de la conclusion, c'est un bouquin. Ce qui fait que le film est en sélection également pour meilleur scénario adapté. En ce qui me concerne, je lui remets mes statuettes pour l'actrice et l'actrice dans un rôle secondaire. Effectivement, dans les sélections notamment, parce que c'est surtout une question de sélection, face à qui est-ce que les personnages sont, et dans la sélection, je serais plutôt pour ces actrices-là. Donc voilà, en ce qui concerne mes prédictions pour, enfin mes pronostics pour The Lost Daughter. Est-ce que je vous conseille de regarder le film? Oui, mais c'est vrai que c'est pas le film à regarder si vous êtes en dépression postpartum, par exemple. Quoique, peut-être que ça pourrait vous aider, mais c'est... bon, voilà, c'est particulier. Ensuite, film suivant, nous avons The Mitchells vs. The Machines. Je vous invite à regarder mes rattrapages, puisque c'est là-dedans que j'en ai parlé. Le film n'est en sélection que pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Je ne pense pas qu'il le recevra, et je ne lui remets pas le mien. Ensuite, nous avons le grand favori de cette sélection, The Power of the Dog, réalisé par Jane Campion. On pourrait renommer ce film À mort le patriarcat. C'est un film sur un symbole du patriarcat et de la masculinité, du virilisme d'antan, incarné par Benedict Cumberbatch, en tant que cow-boy qui est extrêmement violent, méprisant, ne respecte rien, etc., etc. Et qui a un frère, joué par Jesse Plemons, qui est aussi en sélection d'ailleurs, je crois, pour les rôles secondaires, qui va se mettre à sortir avec une jeune femme jouée par Kirsten Dunst, qui a, cette jeune femme, un fils joué par Cody Smith McPhee, qui est particulièrement efféminé, et donc est une incarnation d'un autre type d'homme, un autre type de masculinité, un autre type de virilité, qui n'est pas viril, mais donc une masculinité non virile plutôt, un autre type de virilité. Donc Cumberbatch incarne cette virilité pas bonne, cette virilité malsaine et méchante. Notamment, il est tellement dégueulasse qu'il voit que son frère commence à être heureux avec du coup une femme, donc il va décider de pourrir la vie de cette femme d'une façon particulière. Alors j'aurais vu un truc beaucoup plus violent personnellement, mais je trouve que c'est assez gentillet finalement ce qu'il lui fait. Il lui a suffi que ça, cette pauvre femme. Franchement, elle était pas bien solide et bien résistante. Mais du coup, donc il va essayer de lui pourrir sa vie à la fois en détruisant son estime personnelle, et puis en essayant de détruire sa relation ensuite avec son fils, donc joué par Cody Smith McPhee. En fait, c'est assez grossier, si vous voulez, dans tout ce domaine, et c'est ce qui fait que j'ai détesté le film, en fait. Le Cumberbatch, il est constamment avec son pantalon de cow-boy, vous savez, en moumoute. Il joue beaucoup à lui donner une voix particulièrement rauque et particulièrement grave. Il est dégueulasse, il se lave pas, il insulte tout le monde. Ça, je m'y attendais complètement à retrouver un truc avec un mec qui insulte tout le monde, et notamment le gamin, donc joué par Cody Smith McPhee, qui est un symbole beaucoup plus de masculinité beaucoup plus féminine, pour le coup, beaucoup plus douce. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit féminin à ce point. C'est-à-dire que non seulement ce gamin réalise de petites fleurs en papier, un truc que j'ai fait aussi quand j'étais gamin, mais il fait des petites fleurs en papier pour mettre sur les tables, etc. Et donc c'est le premier truc par lequel on t'introduit le personnage, c'est il fait des petites fleurs en papier. Et sur lesquelles il rajoute du parfum, bien sûr. Le truc, c'est que si on était resté jusque-là, avec juste son attirant, enfin son apparence physique, sa façon de jouer, etc., ça serait passé. Mais il y a un plan où j'ai littéralement insulté le film. J'ai vu le plan arriver, j'ai fait « mais va te faire foutre !» Et c'est le plan où tu vois comment le gamin joué par Cody Smith McPhee se détend. Comment se détend le gamin? Il se détend en faisant du cerceau, en faisant du hula hoop. Et tu regardes le truc, mais vous êtes sérieux? Je veux dire, à ce point-là, ça devient tellement ridicule dans l'opposition des extrêmes et des machins, d'aller chercher les extrêmes. Il y a même plus de propos en fait quand on arrive là, ça devient absolument ridicule. T'as quand même une scène pour te montrer à quel point c'est un homme et il est viril, où le mec te fait une castration face caméra, où tu vois les couilles être sorties du truc et tout, enfin vraiment être coupées et tout le bordel, et il te fait ça à main nue, sans aucune désinfection et tout le bordel quoi. Putain, c'est... Vous allez loin quand même. L'histoire qui se développe est plus ou moins intéressante, mais je trouve honnêtement qu'elle va plutôt lentement. Cela dit,
la deuxième moitié du film à peu près, c'est-à-dire quand vraiment on commence à aller sur le rapport entre le gamin et Cumberbatch, là ça devient un peu plus intéressant. Je voyais pas venir les différents retournements, les différents pivots dramatiques, c'est comme ça qu'on dit, les événements marquants du scénario. Je pensais qu'il était en train de se passer un truc et finalement il était en train de se passer quelque chose que je ne voyais pas du tout. Donc pour le coup la deuxième partie passe beaucoup mieux, mais alors on est parti d'un truc qui était tellement exagéré et tellement bête que j'ai pas réussi à rentrer dedans, quoi. Ce n'est pas une surprise, du coup, il soit en sélection pour 12 statuettes. Il est même en sélection 2 fois dans certaines catégories. Donc, faisons le petit récapitulatif. Il est en sélection pour meilleur son. Ouaille. Meilleur décor. Alors c'est juste une petite ferme dans la campagne américaine, avec quelques vaches ou quelques chevaux au fond du truc. Franchement, c'est pas le truc qui demande, enfin, qui a les décors les plus extraordinaires, quoi. Donc, meilleure musique originale. Je sais plus, je crois que je n'ai pas spécialement noté la musique. Non, je n'ai pas noté particulièrement la musique, donc je ne sais pas encore une fois pourquoi est-ce qu'il est en sélection pour la musique. Il est sélectionné pour le meilleur montage également, donc c'est le 4e truc dans lequel il est nommé. Meilleure photographie. Alors il y a des plans qui sont très jolis, notamment quelques plans sur le bétail et avec la lumière naturelle des grands espaces, avec le soleil couchant, des trucs dans ce genre-là. Mais c'est pas non plus extrêmement marquant, faut pas déconner, quoi. Il est nommé également en meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Kirsten Dunst, du coup. Meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Jesse Plemons, qui joue donc le frère de Cumberbatch et le mari de Kirsten Dunst. Et pour Cody Smith-McPhee, qui est quasi en jeune espoir masculin, du coup, avec cette sélection. Il y a également une sélection pour Benedict Cumberbatch en meilleur acteur principal. Et enfin, les 3 gros, meilleur scénario adapté, meilleure réalisatrice pour Jane Campion, et meilleur film tout court. Étant donné à quel point est-ce que le film est aimé dans ces présélections, à quel point est-ce qu'il est favori, je dois vous avouer que je lui en ai remis pas mal, et notamment beaucoup des principales. Je pense que le film s'en sortira avec meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Kirsten Dunst, meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Cody Smith-McPhee, meilleur acteur pour Cumberbatch, meilleur scénario adapté, meilleure réalisatrice pour Jane Campion, elle a déjà remporté dans d'autres festivals, et je pense qu'il va remporter meilleur film, parce que c'est vraiment le film à discours politique de cette sélection de films, qui est à fond contre le patriarcat, le vieux symbole du patriarcat, et donc ça me paraît naturel que ce soit ce film-là qui le remporte, puisque c'est clairement beaucoup plus politique ces derniers temps, les Oscars. Peut-être même que ça l'était déjà avant, cela dit. Ensuite, nous avons The Tragedy of Macbeth, fait pour Apple, avec notamment Denzel Washington dans le rôle principal, qui est le rôle de Macbeth, Macbeth étant donc une adaptation d'une pièce de Shakespeare. Ce noble, Macbeth, se voit offert quelques terres de la part du roi, chose qui lui a été promis par la divination de 3 sorcières, qui lui ont dit « il t'arrivera ceci », etc. Mais elles lui ont aussi annoncé quelques trucs un petit peu sombres pour lui, notamment que c'est pas sa lignée qui allait régner sur le trône, ce sera la lignée de quelqu'un d'autre. Ce qui l'étonne quand même, il obtient le trône, mais finalement c'est pas sa lignée qui reste dessus, donc ça lui pose quand même pas mal de questions. Et donc, retournant à son château, Macbeth va mettre en place tout un tas de plans, notamment avec l'aide de sa femme, jouée par Frances McDormand, pour essayer de faire s'accomplir la prophétie qu'on lui a dit, et ne pas voir s'accomplir la prophétie qui lui déplaît. Le film est visuellement, notamment, particulièrement marquant. Tous les décors sont extrêmement minimalistes, c'est du cube, ou du pavé plutôt, du cercle, aucun relief particulier, pas de petites pierres redessinées dans le truc, etc. par rapport au château, c'est vraiment juste d'un bloc minimaliste. Et notamment, il y a un truc qui est magnifique en termes de photos, c'est que ils ont fait en sorte que toutes les ombres soient toujours extrêmement nettes, et à chaque fois, elles épousent parfaitement certains angles et certains contours du décor. Il y a d'autres décors qui sont très jolis, comme par exemple cette espèce de hameau ou de maison détruite, de vieille ruine qui est juste au milieu d'un chemin, et tu vois vraiment le truc, ça fait très décor de studio, mais ça fait aussi très artistique, enfin très bien composé, enfin, j'aime beaucoup ce décor. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est environnement et décor et lumière, donc tout ce qui est visuel. C'est du 1.33 en noir et blanc, avec bord arrondi, comme si c'était sur la pellicule, et pas du carré complet. Bon, ça c'est un petit peu de la fioriture, à mon sens, c'est pas très important, pas très intéressant de l'avoir fait en termes de mise en scène, mais voilà, c'est comme ça que c'est fait. Et je dois admettre qu'en termes de jeu d'acteur, il y en a qui sont plus inégaux que d'autres, mais clairement les principaux, genre McDormand ou Washington, ils sont excellents. Et notamment, c'est un truc, c'est... je déteste écouter du Shakespeare en version originale. On va pas dire que je déteste Shakespeare, mais parce que certaines de ces pièces qui ont effectivement des scénarios très intéressants, mais je déteste écouter du Shakespeare en version originale parce que c'est tellement tarabiscoté comme anglais, les phrases ont tellement pas de sens. D'un côté, t'as les vieilles tournures de phrases, avec Scholz par exemple, au lieu de should ou un truc dans ce genre-là. T'as aussi tout le truc où t'as l'impression qu'il fait en sorte
que la phrase n'ait aucun sens. Quand t'as une virgule, t'as l'impression que au lieu de continuer l'idée, on change complètement d'idée, ou que... J'ai jamais réussi à mettre des mots très clairs sur comment est-ce que les textes de Shakespeare me perdaient exactement, mais j'ai toujours l'impression que les phrases changent en plein milieu, ou que là où tu marques un point, ou tu dis un truc et t'arrives à une conclusion qui te semble pas être la conclusion préparée par le truc d'avant. Enfin, c'est très particulier. Je trouve qu'il y a toujours un truc très particulier dans Shakespeare. C'est beaucoup s'écouter parler, je trouve. Et je trouve qu'au final, les phrases deviennent tellement alambiquées qu'elles sont incompréhensibles. Voilà, c'est ça mon problème. Mais du coup, quand t'as un acteur qui sait très bien le jouer et qui sait rendre son sens au texte, là, c'est vachement plus intéressant. Quand t'as l'acteur qui se pose correctement, qui sait pourquoi est-ce que le personnage fait un aparté d'un seul coup en plein milieu d'une phrase, parce que, ah bah oui, parce qu'il a pensé à tel truc, etc., et qui marque donc l'aparté dans le jeu, etc., là, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Donc j'ai été plutôt impressionné par certaines des performances des acteurs, notamment Washington et Frances McDormand. Je vous conseillerais du coup de le regarder, ça passe plutôt bien, en plus ça fait même pas 1h45, je dirais que Shakespeare c'était généralement plutôt large, mais ça fait même pas 1h45, ici ils ont dû bien couper ou bien adapter en tout cas, et je trouve que ça passe vraiment très très bien. Le film est en sélection dans 3 catégories, meilleur décor, comme je vous l'ai dit j'ai beaucoup aimé les décors, meilleure photographie, j'ai beaucoup aimé la photographie, et meilleur acteur, j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur de Denzel Washington, qui est donc nommé en acteur dans un rôle principal. Mais cela dit, au niveau de mes statuettes personnelles, j'ai juste remis meilleure photo et meilleur décor au film, avec mes statuettes à moi, parce que meilleur acteur, je le réserve à un autre acteur de la sélection. Mais je note quand même que, effectivement, le jeu de Denzel Washington était extrêmement bon, et que mon choix pour ma statuette personnelle du meilleur acteur a été un petit peu laborieux. On va enchaîner ensuite avec The Worst Person in the World, ou Julie en 12 chapitres, en français. Et celui-ci, je pense qu'on m'en a énormément parlé, parce que ça fait très film générationnel. C'est un film pour à la fois les zoomers, qui sont en train de commencer à arriver dans la vie active, les millennials et la distinction millennials-boomers en même temps. Pas boomers d'ailleurs, parce que les boomers c'est vraiment les grands-parents, c'est la génération de mes parents à moi, c'était quoi déjà, je me rappelle plus. Enfin bon bref. Et donc je pense que c'est vraiment un film générationnel, parce que d'un côté t'as donc Julie, l'héroïne, qui est un personnage un peu paumé, qui pense avoir de grandes convictions politiques sur certains trucs, mais qui finalement sait pas trop quoi faire de sa vie, elle va changer 3 ou 4 fois de métier au final dans le film, un truc dans ce genre-là, ce qui est beaucoup la jeune génération actuelle. Elle a aussi beaucoup changé d'études, elle se demande quand est-ce que sa vie va commencer finalement, quand est-ce que la vraie vie, la vie adulte va commencer, parce qu'elle a l'impression d'être toujours une gamine finalement quelque part. Elle a peur pour le monde à cause du réchauffement climatique et tout dans ce genre-là, enfin vraiment c'est l'incarnation du jeune ou de la jeune d'aujourd'hui, quoi. Elle va sortir avec un mec qui a une 40aine d'années, qui lui a l'impression que son monde est entièrement derrière lui et qu'il a plus rien à proposer, à amener, etc. Qui voudrait justement pour le coup aller plus vers une vie de famille, mais ce qui n'intéresse pas trop la nana puisqu'elle est beaucoup plus jeune. Et en règle générale, le film confronte beaucoup les personnages au monde d'aujourd'hui, notamment par exemple l'auteur de BD avec lequel elle sort pendant un moment, puisqu'il a fait toute une BD avec un chat, je me rappelle plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Bobcat ou un truc dans ce genre là. Et genre c'est de la BD pour adultes avec des blagues bien grasses et on dessine le trou du cul du chat et c'est très important pour le personnage que le trou du cul du chat soit bien dessiné, ça fait partie de sa personnalité, c'est de la BD pour adultes donc on dessine les trous du cul chez les adultes. Et il y a tout un moment où on adapte le truc en film et le mec se fait interviewer à la télévision et il est avec l'exemple typique de la jeune journaliste de médias actuels. J'essaie de faire un mélange de tout un tas de trucs mais ultra woke et ultra SJW et qui lui dit si j'avais fait un personnage qui traitait une femme de pute, bon il prend un exemple très particulier, mais si j'avais fait un personnage qui traitait une femme de pute, ça pourrait être une parodie d'un mec justement ultra vulgaire, ultra violent, etc. C'est pas forcément ce que j'ai en tête, dit le dessinateur à la meuf. Et la meuf, tout ce qu'elle retient, c'est « Vous m'avez traité de pute ?» Et tu fais « Effectivement, tu veux pas du tout t'intéresser au contexte, c'est juste, t'as trouvé un mot qui t'a pas plu et du coup tu t'es braqué là-dessus, quoi. Et c'est juste du braquage par principe sur du dogme politique à la con, enfin c'est... Du coup j'ai beaucoup aimé ce truc-là, notamment certains des discours qui étaient faits par rapport au monde actuel. Ça parle des problèmes d'aujourd'hui, quoi, vraiment dans tous les points. Elle écrit tout un texte à un moment qui s'appelle La fellation à l'heure de MeToo. Comment est-ce que les femmes peuvent avoir un rapport particulier avec la fellation, à un moment où on veut dénoncer certains comportements de la part des mecs, et il y a un côté très rabaissant pour certaines femmes à la fellation, etc., etc. Il y a tout un délire par rapport à son mec qui suit son ex sur Instagram, etc. Vraiment tout un tas de problèmes d'aujourd'hui, quoi. Et t'as vraiment du coup l'impression que c'est ça, c'est une exploration du monde d'aujourd'hui et des problèmes d'aujourd'hui à travers le personnage donc de Julie et ce qu'elle va croiser sur son chemin, donc notamment ce mec d'une 40aine d'années. Il y a aussi un autre mec qu'elle va rencontrer dans une soirée avec lequel elle va avoir une drague très particulière. Il y a quand même une scène entière où ils sont en train de pisser tous les deux en face l'un de l'autre aux chiottes parce que c'est juste,
ça les fait marrer, quoi. Ils ont envie de se voir tous les deux aux chiottes, et c'est un truc rigolo pour eux. C'est un film qui est assez étrange, parce que fondamentalement, c'est assez sombre. C'est un peu dépressif, finalement, comme truc, c'est presque du mélodrame, notamment pour ce qui est de la fin de l'histoire. Et tu sais pas pourquoi, enfin si, tu sais plus ou moins pourquoi, justement, comment c'est écrit, les différents trucs, mais tu termines le film comme si c'était un feel-good movie. T'as vu que des trucs aller mal, et finalement tu finis en disant « Oh, c'est la vie, c'est comme ça », et puis finalement elle a l'air heureuse, et puis machin, et c'est... Enfin, c'est très surprenant, finalement, comme conclusion, et je comprends du coup pourquoi il y a beaucoup de gens à qui ça a parlé, notamment que ça parle du monde d'aujourd'hui, mais c'est en plus quelque chose qui, tout en étant assez sombre, s'autorise un peu de légèreté, quoi. Bref, j'ai trouvé le film plutôt pas mal. Après, je pense qu'il a un souci principal par rapport à sa sélection dans les Oscars. C'est que d'office, d'après tout ce que je viens de dire là, c'est trop de droite. C'est trop de droite. Je pense pas qu'ils voteront pour un truc pour ça. The Worst Person in the World est nommé en sélection pour meilleur film international et pour meilleur scénario original. Pour le coup, ça c'est un scénario vraiment original, c'est adapté de rien. A priori, c'est même pas une histoire réelle, un truc dans ce genre-là. Donc voilà. Je pense qu'il ne recevra pas de statuettes de la part de l'Académie, et personnellement j'ai remis mes statuettes à d'autres films en sélection dans ces différentes catégories. Donc voilà, je ne lui donne aucune de ces deux récompenses, mais c'est vrai que c'était un film assez intriguant, original et sympathique. Ensuite nous avons Tic Tic Boom, premier film, il me semble, réalisé par Lin-Manuel Miranda, qui est donc le mec qui se charge de beaucoup des comédies musicales de Disney depuis Vaiana notamment, Vaiana, Moana, il y a un titre différent à chaque truc. Je crois que c'est lui aussi qui a écrit Encanto, il me semble. C'était le mec qui avait fait le show, mais la comédie musicale Hamilton. Et il a donc adapté ici l'une des premières pièces de Jonathan Larson, qui était un créateur de comédie musicale, qui a notamment créé Rent, qui était très connu, qui était sur un groupe de colocataires, beaucoup d'entre eux homosexuels, à la période où le sida commençait à arriver, etc. Parce que c'était en bonne partie sa vie, et donc Tic Tic Boom, c'est plus ou moins le prequel de Rent, c'est la vie de ce mec-là, avant que, du coup, il ne devienne véritablement connu. Ce qui est là, ça arrivera après sa mort, parce qu'il est mort extrêmement jeune, à 30 et quelques années, je crois, un truc dans ce genre-là. Et avant de pouvoir avoir pu connaître son succès sur Broadway, son succès est arrivé après sa mort. Le film se concentre donc sur lui, il est joué par Andrew Garfield, il est un jeune créateur de théâtre qui essaye, de théâtre musical, qui essaye de faire vendre notamment son premier truc qui s'appelle Stardust ou Star machin, enfin un truc dans ce genre là, un truc par rapport à l'espace. Et on suit sa vie de tous les jours entre, c'est le fait qu'il essaye de vendre la pièce, son petit job étudiant à côté quand il bosse dans un diner pour essayer d'avoir de l'argent et étudiant, son job alimentaire plutôt, pendant qu'il est déjà plus étudiant quand il essaie de monter ses pièces. Ça suit donc sa vie de tous les jours avec ses amis, avec ses relations, etc. Et j'ai envie de dire que le film est aussi varié que justement les sujets que ça permet d'aborder. Je dirais que c'est un peu ce qui m'a fait chier avec ce film, c'est que c'est typiquement la comédie musicale où t'as beaucoup de chansons qui ne servent à rien. T'as une chanson sur son nouvel appartement, t'as une chanson sur le brunch du dimanche, t'as une chanson chantée par un rappeur de rue, mais genre qui croise juste dans la rue comme ça, il va quelque part, il croise un rappeur dans la rue, et le mec s'accapare le film, il se met à faire son rap devant la caméra et tout, et tu fais... Pourquoi? Et en fait, c'est un peu les commentaires qu'on lui fait quand on fait des critiques à ce qu'il propose justement dans ce film-là. C'est un peu fourre-tout votre truc, mais ça parle de tous ces sujets extrêmement bien, y compris au niveau des chansons d'ailleurs. Il y en a une, vers la fin, il a une chanson très importante qu'il doit essayer de trouver, et il la trouve en nageant dans une piscine, et en fait les lignes qui sont en bas de la piscine deviennent des portées pour une composition, et il fait apparaître les notes au fur et à mesure, et il a l'inspiration en allant nager comme ça. La scène est très cool visuellement, mais la chanson elle-même, elle est pas ouf. Je sais plus d'ailleurs si c'est la chanson qu'il trouve, ou c'est juste une chanson qu'il chante pendant qu'il trouve la chanson, pendant qu'il est en train de nager, mais je me souviens que la chanson était pas terrible. Par contre, il y a une chanson qu'il chante quand un de ses amis proches attrape le virus du sida, et là pour le coup la chanson est déchirante et magnifique, extrêmement bien faite. Il y a des chansons qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus déconnantes, comme la chanson sur l'engueulade de couple, où ils ont tout un truc avec un montage assez rigolo, où le film lui sur scène en train de parler, il est face caméra avec un grand sourire limite d'automate ou un truc dans ce genre là. Il joue justement vachement comme un automate, c'est dès qu'il parle, il bouge la tête dans un sens, ils font un truc, ils lèvent la main, ils font quelque chose, il y a quelque chose de très robotique qui s'accorde extrêmement bien avec les cuts qui sont faits par le montage, qui donne un sentiment global de Mickey Mousing. T'as l'impression que
la musique et les paroles soutiennent précisément le montage de la scène, ou que le montage de la scène était fait précisément par rapport au rythme de ces chansons, et du coup ça rend extrêmement bien, enfin ça fait des passages qui étaient très très bons, même moi qui aime pas les comédies musicales, il a bien fallu que j'admette qu'effectivement sur ces passages-là ça rendait extrêmement classe. Le film est globalement très bien filmé, beaucoup de plans steadicam ou de plans caméra à épaule, et puis quelques scènes beaucoup plus grandiloquentes et avec beaucoup plus de choses fantasques, genre il y a toute une chanson qu'il fait dans son diner sur le brunch du dimanche, et pendant qu'il fait sa chanson, le mur... Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Pendant qu'il fait sa chanson, le mur s'abat, tombe par terre et ça devient une scène. Et il se met à danser sur cette scène-là avec tout le monde, etc. Et le reste du décor est très virtuel, mais ça passe quand même. Mais du coup, il y a quelques passages qui sont un peu plus élaborés, un peu plus fantasmagoriques, un peu plus intéressants. Et du coup, je dois dire que, bah, moi qui ai du mal avec les comédies musicales, ce film-là, pour le coup, je l'ai pas mal apprécié. Je dirais pas non plus que je suis un fan et que je le reverrai. Mais dans les comédies musicales, dans les 5 comédies musicales de la liste, c'est celle qui est le mieux passée. Vraiment de très très loin. Le film est sélectionné dans 2 catégories, meilleur acteur pour Andrew Garfield et meilleur montage. Bizarrement, pas de son, pas de chanson, pas de meilleure musique, je comprends pas, c'est quand même une comédie musicale. Je pense que l'Académie va lui remettre un Oscar pour le montage. Je trouve pas que le montage des autres films, quel qu'il soit, propose quelque chose d'aussi intéressant, si ce n'est Don't Look Up, mais je pense pas que Don't Look Up aura le meilleur montage. Donc, je pense que c'est Tic Tic Boom qui aura le meilleur montage, et je donnerai ma statuette personnelle à mon beau Andrew Garfield, mon chéri, je l'aime. Je pense pas que l'Académie lui remettra, donc voilà, je pense que ce sera un petit peu compliqué. Et puis enfin, dernier film de cette sélection, dernière comédie musicale de cette sélection, nous avons le nouveau Spielberg, le remake de West Side Story. Remake du West Side Story, putain c'est insupportable à dire, original des années 60, 62 notamment, qui était réalisé par Robert Wise et Jerome Robbins. Probablement qu'il y en avait un qui était plus pour les scènes normales et puis un qui était plus pour les scènes musicales. Là c'est Spielberg qui a tout fait. C'est donc un remake de cette histoire de, grosso modo, Roméo et Juliette avec des Portoricains et des Irlandais, ou des Américains blancs, on va dire, généralement. On suit donc nos 2 amoureux, Tony, qui est joué par Ansel Elgort, et Maria, qui est jouée par Rachel Zegler, qui se rencontrent et qui commencent à vivre une romance. Et leur rencontre va mettre le feu aux poudres dans les relations entre les 2 gangs opposés du quartier, les Jets, qui est le gang des anciens blancs historiquement installés dans le quartier, et les Sharks, qui sont donc le clan des nouveaux latinos. Et donc tout ça est agrémenté de morceaux de musique. Je déteste du plus profond de mon être l'original West Side Story, et j'ai exactement les mêmes sentiments envers ce remake. Je suis désolé, mais quand t'as un groupe de loupards qui se promènent dans la rue en faisant... Je suis désolé, j'y crois pas. C'est la suspension d'incrédulité, la base du cinéma. Je suis désolé, des loupards qui se promènent en tendant du cul, je n'y arrive pas. Ça marche pas pour moi. S'il y a bien un contexte dans lequel faut pas raconter cette histoire, c'est le contexte de la comédie musicale. Puis c'est pas cohérent, t'as quand même un moment où t'as quelqu'un qui se fout de la gueule d'un portoricain, il me semble, parce qu'il commence à chanter une chanson, et du coup les mecs se foutent de sa gueule en faisant « Ah, il est en train de chanter !» Les mecs, vous avez fait un triple axel il y a 10 secondes là, vous êtes en train de vous foutre de la gueule du mec qui est en train de chanter simplement. C'est pas cohérent, enfin il y a des trucs qui fonctionnent pas dans cette organisation, dans cette façon de faire le truc quoi. Mais je trouve que le contexte de la comédie musicale rajoute un côté encore plus cucu la praline à une romance qui est tellement basique, je veux dire, c'est vraiment les romances coup de foudre au premier regard. C'est vraiment la romance quand t'as pas envie de te faire chier à écrire une histoire d'amour, quoi. C'est genre, juste ils vont se rencontrer dans un public, enfin dans une foule, ils vont se croiser du regard, et puis d'un seul coup, ça va être leur romance, etc. Et je trouve que du coup, tout ça est vraiment ridicule. Je déteste ce genre de truc. Et pour ce qui est du remake de Spielberg, oui, que voulez-vous, oui, Spielberg a toujours su bouger une caméra, faire des plans qui étaient impressionnants et intéressants, c'est presque ce qui définit son cinéma, c'est le côté divertissement et grand spectacle. Peut-être qu'il aime beaucoup West Side Story, etc. Mais alors, personnellement, je trouve que c'était inintéressant au possible. Surtout pas tel qu'il l'a fait, parce que il fait un remake de West Side Story, fait pour coller à 200% au truc. T'as presque l'impression que le film a été tourné à l'époque. Il a étalonné l'image pour que ça ressemble exactement à l'étalonnage du Blu-ray qui existe actuellement, où t'as quand même beaucoup de zones qui ont toutes la même couleur. T'as l'impression que ça a été recolorisé en post-production pour essayer de redonner de la couleur au truc. Ou c'était peut-être simplement le rendu Technicolor de l'époque, la façon qu'on avait d'additionner les couleurs, mais il y a quelque chose qui est très particulier dans les teintes des couleurs de ce truc qui sont vraiment... C'est très... T'as l'impression que la couleur est complètement unie partout, il n'y a pas
une partie où elle est beaucoup plus claire, et quand elle est plus claire, elle est pas beaucoup plus claire, donc t'as un truc un peu particulier à ce niveau-là, avec du coup certaines ombres qui sont vachement marquées, beaucoup de grains, pas mal de grains quand même, et puis le truc c'est qu'effectivement la lumière, globalement, est une lumière des films de l'époque, c'est-à-dire que tout ce que t'as envie de rehausser dans ton image, tu le rehausses comment? Avec le truc le plus simple du monde, tu fous un projecteur dessus, et pof! Et c'est tout, tu gères rien d'autre. Je suppose qu'ils doivent quand même mettre quelques drapeaux et quelques trucs pour essayer de bloquer certaines ombres dont ils n'ont pas envie, certaines lumières dont ils n'ont pas envie. Mais genre, c'est ça la façon d'éclairer le truc, quoi. C'est, tu veux mettre en avant le visage d'un personnage dans un gros plan, tu le filmes comme ça, de taille, mais il y a un spot qui arrive pile poil sur sa tête, qui fait que sa tête est 2 fois plus claire que absolument tout le reste du truc. C'est quand même un peu fat. T'as le moment où t'as Maria qui est à sa fenêtre et t'as juste un cercle de lumière pile poil au-dessus de la fenêtre. C'est un peu plus naturel, mais enfin quand même tu vois ce genre de truc. Et en fait je comprends pas si c'est pour refaire les mêmes musiques, presque les mêmes chorégraphies, la même couleur, presque les mêmes plans de caméra, parce que déjà à l'époque les plans de West Side Story c'était des plans qui étaient assez ouf. Le plan qu'il a fait lui au début, Spielberg, il fait son plan classique, il aime beaucoup faire des plans où la caméra se promène énormément avant d'arriver au lieu où va démarrer le film, mais t'avais plus ou moins le même genre de plan sur des grands panoramas de la ville, etc. au début de l'original. Et donc, si c'est pour tout refaire comme l'original, y compris la lumière, je vois pas l'intérêt de faire un remake en fait. Tant qu'à faire un remake, actualise-le, fais quelque chose d'un peu plus intéressant, mais là franchement je trouve qu'il y a rien de très ouf quoi. Alors oui, il y a 1 ou 2 plans qui sont un petit peu impressionnants et faits de façon intéressante. Il y a un plan avec la lumière qui est cool où ils ouvrent l'entrepôt pour que les 2 gangs s'affrontent, et t'as les 2 ombres projetées extrêmement longues, extrêmement étirées, qui se rejoignent au milieu du truc et qui se croisent, donc tu fais vraiment passer l'idée de la confrontation, etc. Mais en dehors de ça, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de faire un remake de ce film-là, quoi. Puis c'est vraiment 2 plans par-ci par-là, et puis en soi, je suis désolé, ça mérite pas non plus de refaire tout le film juste pour refaire ces plans-là, quoi. T'as un jeu rigolo, où t'as les cordes à linge qui sont tirées, et à chaque fois que tu bouges le linge, ça révèle quelqu'un d'autre à la fenêtre, et qui se met à chanter dans la chanson, donc ça c'est joli. T'as une petite scène où ils sont en train de chanter, éclairés par des vitraux de couleurs, et du coup, leurs visages sont colorés de la même façon, donc ça aussi c'est joli. Mais enfin, grosso modo, voilà, il n'y a pas grand-chose de neuf sous le soleil, quoi, à proposer. Il y a un travail, il y a une petite touche à la Spielberg qui a apporté en plus, avec notamment son travail des spots et des flashs de lumière, qui crée aussi, par exemple, des lens flares et des lumières parasites. C'est des trucs que Spielberg aime beaucoup, avoir des grosses flashs de lumière très très blancs dans son image, et que ça crée du coup des lens flares, ce qui a été récupéré ensuite par J.J. Abrams. Chez Spielberg, il n'y a jamais eu tant de lens flares que ça, c'était plutôt le flash qui est important pour lui, le gros flash blanc de la lumière principale. Enfin voilà, ça m'intéresse pas, je trouve que le projet est pas intéressant. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait marrer, peut-être sur le côté un peu époque, mais il y en a un qui meurt à un moment, et il est coiffé avec du pento, vous savez, l'espèce de graisse qui se foutait dans les cheveux, et genre, il en a tellement qu'il y a un mec qui lui redresse la tête du coup au sol, et t'as exactement la marque du sol et les cheveux qui sont tout plats derrière la tête, et tu fais ah ouais la vache, effectivement c'est rigide comme truc. Mais c'est le seul truc que j'ai vraiment apprécié, qui m'a fait marrer un petit peu du film, parce que grosso modo j'ai pas aimé du tout. Donc, West Side Story fait partie des favoris, il est en sélection pour le meilleur son et les meilleurs décors, et également en sélection pour les meilleurs costumes et la meilleure cinématographie, en sélection pour meilleure actrice dans un rôle secondaire avec Ariana DeBose qui joue la meilleure amie de Maria du coup dans le film, et enfin il est en sélection pour meilleur réalisateur pour Spielberg, et donc meilleur film de l'année. Et je pense, alors personnellement je lui remets aucune statuette à moi, enfin je n'aime rien de ce qu'ils ont fait. Par contre, comme c'est un film sur la vieille gloire d'Hollywood et qui essaye beaucoup d'y coller, je me suis dit qu'il allait recevoir les Oscars de la meilleure cinématographie, Oscar des meilleurs costumes également, avec toutes les robes très colorées, notamment des nanas qui dansent dans le film. Les costumes en général sont pas extraordinaires, mais comme c'est un film qui est sur la vieille gloire d'Hollywood, etc., sur des films dans ce genre-là, je pense qu'il y a un truc qui peut plaire. Dans La La Land, c'est pareil, les costumes étaient pas extraordinaires, mais juste le fait d'avoir quelques costumes très colorés pour certaines scènes musicales, ça avait beaucoup plu. Et puis, je lui ai remis également l'Oscar des meilleurs décors. Parce qu'effectivement, les décors sont plutôt cool. Je sais pas, est-ce qu'il a reconstruit toute une ville, ou est-ce qu'il est dans une ville qui faisait démolir, etc. Mais c'est vrai que tu as vraiment l'impression d'être dans un vieux quartier de New York, en démolition, en reconstruction, ce qui se sentait beaucoup moins dans l'original, tu sentais beaucoup plus que c'était du studio, et là vraiment t'as l'impression que c'est un vrai New York, donc il y a un effort au niveau des décors qui est assez intéressant, et puis une grosse reproduction de certains styles de décors de certaines époques également, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait plaire à ce niveau-là, dans ce film-là, ce sera un petit peu le Once Upon a Time in Hollywood de cette année, je pense. S'il n'y a pas vraiment un truc sur le cinéma en lui-même, il y a beaucoup de trucs sur la télé, mais vraiment sur le cinéma. Donc, il y a limite le film italien, mais il n'est pas dans cette sélection pour que ça fasse quelque chose. Et voilà, en ce qui concerne cette première partie, donc le passage en revue des films et les pronostics.
Voici le résumé de tous les Oscars que je pense voir desservis et que je desserre moi-même. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'on se retrouvera du coup pour au lendemain ou au surlendemain des Oscars. Généralement, j'arrive à m'en sortir pour que ça sorte assez près de cette cérémonie. Et j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et j'espère vous retrouver dans la deuxième partie qui sera la partie spécialement dédiée à la meilleure chanson originale. Et on se retrouve d'ici quelques jours après les Oscars pour les résultats. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!